Bonsoir. Vous allez bien? Vous êtes en forme? Vous êtes sous hypnose? On peut tester comme ça pour voir. S'il y en a qui répondent oui au début de la soirée, c'est inquiétant en fait. Mais ça m'est déjà arrivé. Vous savez, quand on pratique l'hypnose, quelquefois les gens se racontent beaucoup de choses sur l'hypnose. Et j'imagine qu'il y a des gens ici qui pratiquent l'hypnose, il y a sans doute des gens qui la découvrent. Mais le mot hypnose est tellement connoté pour certaines personnes, il veut dire tellement de choses, il suscite tellement l'imaginaire, qu'il y a des personnes, quand elles prennent rendez-vous pour une séance d'hypnose, elles se racontent une histoire. Peut-être que ça arrivait à certains en plus ici. Et je me suis toujours imaginé ce qui pouvait se passer juste avant que les gens rentrent dans le cabinet du praticien, parce que ça m'arrivait pas mal de fois d'avoir des gens qui arrivaient et qui étaient déjà un peu bizarres en arrivant. À force de se demander, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va me faire? Comment ça va se passer? Comment ça va fonctionner? Il y en a qui, ça cogite, et ils arrivent, et il se passe quelque chose déjà, ils sont peut-être un petit peu fébriles, un petit peu plein de questions, plein de pensées. Et je me rappelle d'une époque où je regardais les gens un peu bizarrement quand ils arrivaient, je leur disais, c'est vous qui venez pour la séance? Et souvent ils se disaient, qu'est-ce qu'il m'a fait? Rien. Mais en hypnose, on joue souvent sur l'imaginaire. C'est un peu notre travail de jouer sur l'imaginaire. Et je voulais vous inviter ce soir, en tout cas, à faire un parcours dans l'imagination déjà personnelle de chacun, et puis peut-être dans l'imagination collective sur laquelle on agit quand on commence à faire de l'hypnose. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout l'hypnose, juste pour savoir? Est-ce que vous pouvez lever la main? C'est tout? D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ne jamais avoir été hypnotisés? Est-ce que vous pouvez lever la main? Les mêmes, d'accord. À peu près. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient pensé ne pas avoir été hypnotisés, mais qui se sont dit, je ne vais pas lever la main parce que je pense qu'il y a un piège dans la question et que sans doute que... Oui, merci. À chaque cabinet public, j'essaie de proposer des choses un petit peu différentes. Et j'étais parti sur une idée qui m'est venue, je ne sais pas pourquoi, il y a quelques jours, de profiter de ce cabinet public pour parler un petit peu des différentes étapes qu'on traverse quand on apprend à pratiquer l'hypnose. En plus, il y a une formation qui vient de commencer là, samedi dernier. Il y a quelques personnes qui sont dans cette formation, qui sont au tout début d'un apprentissage. Vous savez qu'ici, c'est une école où on forme des personnes à cette pratique-là. Et au début d'un apprentissage, il y a certaines choses qu'on voit, mais c'est comme tout apprentissage. Si vous apprenez, je ne sais pas moi, à faire du piano, ou si vous apprenez une langue étrangère, il y a des basiques au début, puis progressivement, on avance dans un apprentissage. Et je trouvais ça intéressant de proposer ça ce soir parce que, en passant par ces différentes étapes, ça pourrait me permettre de vous expliquer certains principes d'hypnose, certaines pensées qu'on a en hypnose, qu'est-ce qu'on fait en fait dans chaque étape d'un processus hypnotique. Une formation, c'est décomposer un apprentissage, comme toujours, et en passant par quelques-unes de ces grandes étapes qu'on traverse en découvrant cette pratique-là, peut-être que ça peut amener un bon nombre d'entre vous à comprendre certains mécanismes, à comprendre les principes qu'on utilise dans la pratique de l'hypnose. Ça vous tente comme soirée? S'il y en a qui disent non, vous pouvez partir en vitesse. Ça ne fera pas changer d'avis pour autant, mais c'est plutôt sympathique de demander. Non. Pour commencer, juste pour présenter 2-3 idées comme ça assez rapidement, l'hypnose c'est quelque chose qui est très vaste. On ne peut pas en faire le tour en 1h30, 2 heures. C'est presque infini puisque ça parle de l'humain, ça parle de l'imaginaire, ça parle de nos fonctionnements inconscients. Et toutes ces notions-là, on pourrait passer des heures et des heures et des heures à en parler. Même pas en faire le tour, parce que je ne crois pas qu'on en ait fait le tour jusqu'à maintenant. Il y a énormément de sciences qui progressent, que ce soit les neurosciences, la psychologie cognitive, d'autres sciences qui sont autour de ça et qui s'intéressent à des fonctionnements plus ou moins proches de ce qu'on fait en hypnose. On est dans une époque où il y a un essor assez extraordinaire de toutes ces disciplines-là. Et pourtant, on sent que le beaucoup qu'on commence à connaître est très peu par rapport à l'ensemble. Et c'est peut-être ce qui rend aussi cette discipline passionnante, c'est qu'on est sans doute encore au début d'une certaine exploration. Et on ne sait pas très bien où ça va nous mener, mais je crois que ça nous mène à une meilleure compréhension de l'humain. L'hypnose, c'est quelque chose qui est très ancien. C'est basé sur l'idée qu'on peut changer d'état de conscience. Alors je demandais qui pense ne jamais avoir été hypnotisé. Peut-être que j'aurais pu poser la question différemment, qui n'a jamais vécu un autre état de conscience que celui qui lui semble être normal? Et là, je pense que personne n'aurait sans doute levé la main, enfin, on pourrait faire le test. Puisqu'au moins quelqu'un se dirait, bah tiens, ça m'est déjà arrivé après 2 nuits blanches, d'être dans un état très très particulier où je ne me reconnaissais pas. Ça m'est déjà arrivé après une soirée un peu arrosée, de ne pas être tout à fait moi-même. Ça m'est arrivé après une émotion forte, de perdre mes mots, de perdre mes pensées. Ça peut m'arriver dans une peur, en ayant un coup de foudre, en étant absorbé dans un livre, en ayant une révélation, en discutant avec quelqu'un ou en allant à une conférence. Je crois qu'on a tous vécu ces moments-là et puis qu'en plus qu'on les aime, ces moments-là. Et ils ont une particularité, ces moments-là, c'est qu'ils nous déplacent dans notre construction personnelle. Si on plonge dans un livre, on n'est pas tout à fait nous-mêmes.
On est un peu les personnages du livre, on est un peu l'auteur qui a écrit, on est un peu l'histoire qui est en train de se créer, et on a envie d'oublier une chose, on a envie d'oublier la banalité et le présent. Quelqu'un qui lit un livre, il n'a pas envie de se rappeler qu'il lit un livre, non? Parce que si le livre est bon, il n'est plus en train de lire un livre, il est en train de vivre une aventure. Et ça, c'est être hypnotisé. La base de ça, c'est l'hypnose. Un hypnotiseur, c'est quelqu'un qui s'intéresse à ce qui se passe dans ces moments-là. Pourquoi quelquefois ça prend? Pourquoi quelquefois ça prend pas? Pourquoi on aime ça? Pourquoi des gens vont se faire des pics d'adrénaline pour vivre un peu cet état-là? Il y en a qui sautent en parachute pour ça. Il y en a qui vont faire de la plongée pour ça. Il y en a qui vont faire des marathons pour ça. Il y a des personnes qui vont trouver des activités artistiques. Il y en a qui vont au théâtre pour ça. Je pense que dans nos activités passionnantes, dans ce qui nous anime, dans ce qu'on aime, on recherche l'hypnotique, on recherche ces moments d'égarement dans nos états de conscience. On recherche cette surprise assez étonnante qu'on vit quand on n'est pas tout à fait nous-mêmes. Parce que je crois que c'est plutôt bon de ne pas être tout à fait nous-mêmes quelquefois. Du coup, un hypnotiseur, il s'intéresse à ça. Qu'est-ce qui provoque ça? Et est-ce qu'on pourrait en faire une science de ça? Est-ce qu'on pourrait comprendre ces mécanismes et les reproduire? Alors pendant longtemps, dans l'histoire de l'hypnose, on a pensé qu'il y aurait une manière de produire ça. Et le Graal des hypnotiseurs, pendant assez longtemps, c'était de trouver ce qu'on appelait l'induction parfaite. Ça voudrait dire la conduite, peut-être un texte particulier, comme une sorte de conduite parfaite de séance qui permettrait à tout le monde de vivre une expérience incroyable en hypnose. Et puis on en est revenu. On en est revenu parce que, et c'est assez prévisible en fait, la même chose ne marche pas pour tout le monde. La plus belle œuvre d'art du monde ne plaira pas à tout le monde. Le plus grand film qui existe, même ceux qui sont reconnus souvent comme étant les plus grands films de l'histoire du cinéma, ne plaisent pas à tout le monde. Le plus beau des livres va toucher qu'une partie de la population. Alors ce qu'on peut faire un hypnotiseur, c'est essayer de comprendre de quoi une personne a besoin pour rêver. Si on essaie de faire un truc qui marche pour tout le monde, ça ne fonctionne pas. Mais si on essaie de trouver, quand on parle à une personne, quelle est sa particularité et comment on peut l'amener dans cette expérience, et qu'on a un peu d'observation, un peu d'adaptation, qu'on a envie peut-être de tester des choses avec cette personne, je pense qu'on peut toujours trouver une manière d'inviter quelqu'un à vivre une expérience étonnante. Pour aller un peu plus loin, peut-être avant une première expérience, j'ai tendance à croire, mais c'est un point de vue personnel qui vient de mon expérience, de ce que j'ai pu vivre avec l'hypnose, je pense que comme dans notre société, on est très peu préparé aux états de conscience modifiés, même quelque chose qui n'est pas si fort que ça en hypnose peut être très très étonnant à vivre, perturbant quelquefois, parce que ça nous rappelle qu'on ne se connaît pas très bien, ça nous rappelle qu'il y a une part d'inconnu en nous. Et je crois que c'est cette ambivalence avec l'hypnose que pour certains peut-être vous ressentez, c'est l'attirance que ça peut exercer de cet inconnu à l'intérieur de nous. Et puis en même temps, quelquefois, ce n'est pas toujours rassurant de se rappeler qu'on a une grande part inconsciente. Que cette part inconsciente, elle nous agit, qu'elle fait beaucoup de choses en nous, qu'elle décide pour nous la plupart du temps de nos émotions, de nos réactions, qu'elle conserve nos apprentissages, nos souvenirs oubliés. Et puis que souvent, quand on a une réaction, on ne l'a pas choisie, elle se fait toute seule, inconsciemment. Il me semble que beaucoup de gens vivent en tentant d'ignorer un peu cette part-là. Un hypnotiseur, on va le voir souvent quand on a un problème, c'est souvent des accompagnants, les hypnotiseurs. Alors il y aurait l'exception du spectacle, mais finalement, c'est peut-être plus médiatisé, mais ça reste quand même très marginal dans la pratique de l'hypnose. La plupart des gens qui vont rencontrer un hypnotiseur, c'est parce qu'il y a un truc à changer, il y a un truc qui bloque, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un deuil à faire, il y a un traumatisme, il y a un conflit intérieur, il y a une émotion, il y a un comportement qui n'est pas vraiment souhaité. Et c'est étonnant cette démarche-là, d'aller voir quelqu'un pour lui dire je ne me connais pas moi-même et j'arrive pas à me changer. Parce que c'est un peu ça qui se passe. C'est quand même, j'ai ce comportement qui revient depuis 10 ans, puis j'essaie de le changer, puis ça part 2 secondes, et puis ça revient, puis j'y arrive 3 jours, et puis ça revient, puis j'y arrive pas. Il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui résiste. Et l'hypnotiseur, en fait, il va tenter de nous amener dans un état où on va comprendre ça différemment. Pareil, on a longtemps cru qu'un hypnotiseur, c'était quelqu'un qui faisait changer les gens. C'est un peu prétentieux, en fait, on ne fait pas changer les gens, on les amène dans un état où ils peuvent changer eux-mêmes. Ce qu'on va tenter de faire un peu ce soir entre nous, c'est peut-être juste proposer des états différents, dans lesquels il est peut-être possible d'avoir un autre regard, d'avoir un changement de point de vue, un changement de perception. Et il y a quelque chose d'assez magique qui se passe dans ces moments-là, parce qu'une personne est hors de ce qu'elle est d'habitude, elle se comprend différemment, et il y a des réalisations, il y a des prises de conscience, il y a des choses très belles qui peuvent se passer. Et on va tenter d'en traverser plusieurs entre nous, si ça vous tente, et on va voir jusqu'où ça va nous amener. Il y a des expériences que je vais vous proposer en groupe, alors il n'y a pas d'obligation, hein. Ceux qui veulent rester spectateurs peuvent rester spectateurs, ceux qui veulent vivre l'expérience peuvent y aller. La plupart du temps, tout le monde se réveille à la fin. Au pire, on a un seau d'eau. Donc, vous savez, c'est les questions que les gens posent parfois. Est-ce que je vais revenir de l'état d'hypnose ?
C'est étonnant parce qu'il y a, à ma connaissance, aucun cas dans l'histoire de l'hypnose où quelqu'un ne se serait pas réveillé. Comment les gens peuvent avoir l'idée qu'on pourrait ne pas se réveiller? Déjà, est-ce qu'on s'endort? Pas tout à fait, c'est pas du sommeil. Mais pourquoi on ne reviendrait pas? On ne sait pas très bien d'où viennent ces mythes. C'est vrai que quelquefois c'est étonnant parce qu'on fait un voyage en fait. Et il est vrai qu'on revient toujours un peu différent d'un voyage, qu'il soit intérieur ou qu'il soit extérieur. Mais cette différence, elle est voulue, elle n'est pas subie. Elle est travaillée, elle est recherchée. Donc ceux qui vont vivre une expérience ce soir vont sans doute y trouver quelque chose d'intéressant, au minimum par curiosité, peut-être plus. Mais rassurez-vous, tout ce qui se passe dans l'état d'hypnose est plutôt intéressant, ça vient de ce qui se passe en vous, en fait, tout simplement. Et puis il y aura des expériences plus personnelles, je proposerai à 2-3 personnes, peut-être plus, on verra, de venir partager un petit moment ici. Ce que j'aimerais, c'est que les personnes qui viennent ici aient vraiment une envie particulière, pas juste découvrir l'hypnose, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, mais envie de travailler quelque chose. Moi, je suis accompagnant, donc j'aime bien quand ça fait du bien, tout simplement. Puis je pense que même pour ceux qui regardent, c'est plus intéressant de voir, ah, tiens, il y a un truc qui se passe, il y a un truc qui est en train de changer. On va commencer par une petite expérience collective. Donc encore une fois, hein, pour ceux qui veulent. C'est assez simple ce qu'on va faire. On va mobiliser l'imagination pour créer quelque chose dans votre corps. Bon, c'est ce que vous faites très souvent en fait. Hein. Vous savez par exemple, quelquefois, là, je ne sais pas si vous avez tous eu le temps de dîner avant de venir ici, mais parfois on se dit, tiens, j'ai oublié de manger, puis d'un coup, il y a la faim qui arrive. Puis si on se concentre dessus, on a encore plus faim, non? Ça vous est déjà arrivé quelquefois de sentir que vous avez créé une sensation rien que parce que vous l'avez imaginé? Ouais. Vous savez, il y en a qui font ça le soir avant de dormir, qui disent, bon, il faut vraiment que je m'endorme. Et tout d'un coup, ils font, oh mince, pourquoi j'ai pensé ça? Trop tard. Il y a plein de moments où parce qu'on imagine quelque chose, on commence à le vivre. Si on pense à un bon moment, on se sent bien. Et même physiquement, à un niveau plus terre-à-terre, plus simple, vous avez peut-être déjà remarqué ça, si vous imaginez vraiment que vous êtes en train de courir, votre cœur accélère, votre température corporelle augmente. Vous commencez à rougir un peu, les vaisseaux sanguins se dilatent. Ça marche de la même façon si vous pensez à un truc gênant aussi, ça marche très très bien aussi. Mais c'est étonnant comme notre pensée agit sur notre corps. C'est chimique, hein, ce qui se passe dans le corps à ce moment-là, ça vient aussi de la chimie du cerveau, évidemment. Et en même temps, on est très très peu entraîné à ça. Je ne trouve pas que ce serait génial si dès la petite enfance, on nous apprenait à nous stresser, à nous détendre, à nous stresser, à nous détendre. Bon, pas pour être stressé, pour être détendu, hein, pour le coup, mais je trouve que ce serait une sacrée liberté si les gens savaient qu'ils pouvaient se stresser sur commande et se détendre sur commande. Ce serait amusant, non? Tiens, j'ai envie de me stresser un peu aujourd'hui. Puis au bout de 5 minutes, oh, c'est assez, allez, je me détends. Ce serait génial, non? C'est vraiment pas très compliqué, hein, pour le coup. On n'a juste pas l'outil pour ça. Je vous parlais tout à l'heure du travail des hypnotiseurs qui consistait à aller comprendre les outils qui fonctionnent chez l'humain, souvent des choses qui fonctionnent déjà, qui existent déjà, mais comment on peut les collecter, comment on peut les synthétiser, comment on peut les reproduire. Et bien, par exemple, on s'est intéressé en hypnose au fonctionnement émotionnel. Qu'est-ce que c'est une émotion? Comment ça se crée? Comment on fait pour créer une émotion? Puisqu'on le fait quand on crée une émotion. Qu'est-ce qui se fait en nous? Parce qu'on n'en est pas toujours conscient. Et on a trouvé des réponses à ça, pas toutes, mais on en a trouvé certaines. Et celles qu'on a trouvées, elles nous permettent déjà de faire beaucoup de choses. Alors là, on va mobiliser l'imagination. Ça, c'est une des choses qu'on a compris il y a un peu plus d'une centaine d'années dans l'hypnose moderne, sans doute que ça a été compris dans plein de civilisations bien avant. C'est que l'imagination, pour l'être humain, était plus importante que la réalité. Pour expliquer ça, il y a des gens qui ont une phobie. Oui, il y en a quelques-uns là qui font ça avec la tête. Quand vous pensez à l'élément phobique, ça vous crée une réaction, non? Oui. Pourtant, c'est pas là, en fait. Une personne qui a la phobie des souris, par exemple, si elle imagine qu'il y a une souris, déjà, elle a un truc qui se passe, non? Je regarde là si j'en vois qui ont des frissons tout de suite. C'est une souris, ça marche, la souris? Oui. Voir un rat. Ah non. Ça a l'air efficace. L'imagination est plus forte que la réalité. Il n'y a pas de, à ma connaissance, il n'y a pas de rat ici. Je vais souffler dessus. Il est parti. Mais oui, c'est hyper intéressant parce que on est tous assez intelligents pour pouvoir se dire à un moment donné, c'est pas normal. Il n'y a rien de concret. Mais ce n'est pas une question d'intelligence. La personne la plus intelligente du monde, si elle a une émotion, l'émotion balaye l'intelligence. Ça, on le sait tous, non? Qui ne s'est pas trouvé à un moment donné à perdre ses moyens parce qu'il était stressé, parce qu'il était anxieux, parce qu'il était amoureux, parce qu'il était... Enfin, toutes les émotions peuvent créer ça. Le désir, la peur, etc. Toutes les émotions peuvent créer ça. C'est extraordinaire. Le cerveau le mieux fait de la planète peut être perturbé par une petite émotion. C'est étonnant quand on y pense. Et pourtant, on ne nous apprend pas les émotions. On nous apprend à contrôler le cerveau, mais si on ne contrôle pas les émotions, notre cerveau peut très vite être contrôlé par une émotion. Alors c'est tout bête comme idée, mais une fois qu'on ressent que l'imagination est importante, on peut s'amuser à jouer avec notre imagination.
On va faire un petit test. Je vais proposer pour ceux qui veulent de se mettre debout. Je vais mettre debout aussi, du coup. Et c'est très très simple ce qu'on va faire. Vous allez mettre les pieds à peu près l'un contre l'autre, les bras le long du corps. Laissez-les juste voilà, un petit peu bien posés. Vous allez fermer les yeux. Observez l'équilibre du corps. Normalement, le corps est assez stable pour l'instant. Et tout d'un coup, vous allez juste imaginer une chose. Vous allez imaginer qu'il y a quelque chose devant vous qui va attirer votre attention. Et plus que l'attention, ça va commencer à attirer le corps, comme s'il y avait une sorte d'aimant devant vous. Un aimant très doux au début, mais de plus en plus fort au fur et à mesure, qui commence à attirer le corps vers l'avant. Et ressentez simplement, peut-être au niveau des épaules, de la poitrine, peut-être de la tête, que le corps est comme attiré vers l'avant, comme s'il y a quelque chose qui l'attirait, qui le ressentait, peut-être même qui pousse un peu derrière pour le faire avancer comme ça. Et ressentez comment votre imagination, aidée par les mots, aidée par une description, crée ce phénomène. C'est extrêmement simple. Maintenant, ça va s'inverser. Vous allez avoir l'impression que votre corps est comme poussé vers l'arrière. Tout doucement, il peut revenir vers le centre du coup, et c'est comme si tout doucement, il y a quelque chose qui l'attirait vers l'arrière, comme si quelque chose derrière vous mobilisait votre attention, comme si quelque chose derrière vous attirait, aspirait le corps vers l'arrière, comme si quelque chose vous donnait envie de reculer légèrement, au niveau des épaules, de la tête, comme quelque chose qui vous attire vers l'arrière, qui vous repousse vers l'arrière, et laissez votre imagination explorer cette sensation. Sentez que c'est extrêmement simple. C'est votre pensée, c'est votre imagination qui crée cette réaction et vous la ressentez. Et vous allez voir qu'après 2 fois, ça va encore un peu plus vite, encore un peu plus fort. À nouveau, votre corps va être attiré vers l'avant. Ressentez cette attirance, imaginez-la. Essayez de ressentir où est-ce que ça tire, comment ça pousse vers l'avant. Comme si quelque chose avait envie de vous faire avancer, comme s'il y avait quelque chose d'extrêmement attirant devant, et qu'instinctivement vous avez envie d'aller dans cette direction, comme si cette direction était importante et attirante. Le corps est attiré vers l'avant de plus en plus fortement, comme ça. Très bien. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Je vais vous proposer de reprendre une bonne respiration, de retrouver votre corps dans un bon équilibre, de vous retenir au cas où. Personne n'est tombé, c'est super, merci. Vous pouvez vous rasseoir pour l'instant? C'est tout bête, hein, pour commencer, on fait des choses très très simples. J'aimerais vous poser une question. Qui a ressenti que son corps a bougé déjà? Levez la main. Ok, quasiment tout le monde, hein. Très bien. Qui a ressenti que la 3e fois c'était plus fort que la première ou la 2e? Levez la main. Super, très bien, une bonne moitié déjà. Alors là, on voit l'effet de l'entraînement à l'imagination, c'est-à-dire que si on le faisait pendant 2 heures, ce serait un peu long, hein. Avant, arrière, Mais si on le faisait pendant même une demi-heure, au bout d'une demi-heure, tout le monde ferait whoop, ça me penche vers l'avant, vers l'arrière, etc. Parce que l'imagination commencerait à être mobilisée, parce qu'on commencerait à se connecter à cette imagination, et parce qu'elle commencerait à agir beaucoup plus efficacement sur le corps. Cet entraînement à l'imagination, je pense qu'on sait tous le faire, mais évidemment, il y a des conditions qui vont faciliter ça. Déjà, par exemple, si on le refaisait dans un autre contexte, on ne serait que 2, par exemple, en séance individuelle, peut-être que ça irait plus vite pour certains, parce que là, le fait d'être dans une ambiance avec plein de monde, peut-être que pour certains, c'était un petit peu une inhibition. Peut-être aussi qu'il y aurait eu la confiance d'avoir quelqu'un qui retient au cas où il tombe. J'ai vu que certains rouvraient les yeux quand ils sentaient qu'ils perdaient un peu l'équilibre. Alors évidemment, on se bloque un petit peu dans ce genre d'expérience. Ou certains qui commençaient à se rapprocher un peu de leurs voisins. Du coup, ça bloque un petit peu. J'en ai vu 2-3 qui commençaient à tanguer un peu. Alors, on remet un peu de conscience dans ces moments-là, mais on peut revenir dans l'expérience. En fait, au début, ce qu'apprend un hypnotiseur, c'est comment ça fonctionne l'imaginaire. Et vu qu'on ne l'a pas beaucoup développé, cet imaginaire, c'est comment on le travaille, cet imaginaire. L'imagination, c'est la clé pour atteindre notre cerveau. C'est extraordinaire, c'est rien du tout, et pourtant ça agit sur le physique, l'imagination. Le truc, c'est qu'on a plein de pensées toute la journée. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui ont essayé d'arrêter leurs pensées. Parce que souvent, on croit que les pensées sont conscientes, non? Sauf quand on essaie de les arrêter, puis qu'il y en a toujours. Et là, on se dit, peut-être que ce n'est pas si conscient que ça, une pensée. Peut-être que ça vient d'une autre part de moi. Peut-être que je peux en prendre conscience, mais peut-être que ça se génère ailleurs. Il y a des gens qui font des années de méditation pour avoir la paix pendant 10 minutes à l'intérieur d'eux. Il y a un type que j'aime bien, Fabrice Midal, qui appelle ça « foutez-vous la paix ». C'est la base de la méditation, pour lui apprendre à se foutre la paix.
C'est une belle phrase pour dire ça. Mais c'est vrai que ça demande du travail parfois d'arriver à couper nos pensées. Alors on pense en permanence, et cette pensée, elle agit sur notre imagination, et cette imagination, elle nous agit après. Et ce qui fait que souvent, on finit par être influencé par des pensées qu'on n'a pas forcément choisies. On finit par être influencé par une imagination qu'on ne contrôle pas très bien. Alors on peut apprendre à travailler un petit peu dessus. Je vais poser une question, puis peut-être que ça va donner une envie à une ou deux personnes de venir ici pour faire une première expérience. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui quelquefois se disent « j'ai comme une émotion à l'intérieur, un truc qui n'est pas très agréable, ça peut être du stress, une angoisse ou quelque chose comme ça ». Puis vous savez, rien que peut-être d'évoquer ça, il y en a qui peuvent quelquefois se connecter à quelque chose et le ressentir un petit peu. Peut-être que c'est en plus présent pour certains là dans leur journée, peut-être qu'il s'est passé quelque chose qui a créé ça, peut-être qu'il y a en ce moment dans la vie de quelqu'un quelque chose qui génère une sensation comme ça assez désagréable, assez gênante, un peu oppressante. Est-ce que quelqu'un a ça là tout de suite? C'est tout? Je peux vous en créer hein, si vous voulez. Ah, d'habitude, il y a plein de gens qui lèvent la main là-dessus. Oui, il y en a un petit peu plus. Oui, il y en a plus quand même, oui. Oui. C'est quoi par exemple ton émotion à toi? Moi j'ai eu un accident il y a 2 ans et demi et j'ai repris mon travail après 2 ans et demi d'arrêt de travail. D'accord. Et du coup, ma situation elle a changé et Oui. j'ai toujours du mal à capter que c'est plus comme avant. D'accord. Donc des fois, ça tourne en rond. Oui. Je vais m'énerver, je vais craquer. Ok. Une fois que j'ai pleuré un coup, c'est reparti, j'ai refait reset et je reprends. D'accord. J'ai du mal des fois. J'ai du mal à passer à. Je sais pas comment dire. Des fois, mes pensées elles y vont. Oui. Et j'aimerais bien qu'elles s'arrêtent et j'arrive pas à les arrêter. Et tant que je suis pas allée au bout du truc, Oui. là c'est pas possible. Là, rien que d'en parler, est-ce que tu as une émotion? Ouais. Elle est comment cette émotion? C'est ici. Oui. Et c'est un peu de l'angoisse. Ça te dérangerait pas de l'enlever un peu? Oh non. Non, t'es sûr? On la remet après, hein, si besoin. C'est juste pour les bénéfices de l'expérience. Après, si vraiment tu veux la retrouver, je garde toujours les émotions des gens que j'accompagne. Viens là quelques minutes si tu veux. Alors, je vais juste te demander d'aller signer un papier, comme quoi tout ce qui se passe à partir de maintenant n'est pas de ma responsabilité. Je vous explique un petit peu ce qu'on va faire là, et puis en même temps, ça prépare un petit peu le travail aussi. Je vous disais, on va suivre un peu les évolutions de l'apprentissage de l'hypnose. Les premiers outils qu'on apprend en hypnose sont basés sur l'imagination, on va le voir là, sont basés sur quelques outils de technique verbale aussi pour conduire les gens. L'hypnose, pour ceux qui découvrent aussi, c'est intéressant de le dire, il n'y a rien de magique, hein, évidemment, je pense que vous vous en doutez, c'est de la technique, c'est comme tout. Après, quand c'est bien fait, ça peut être assez étonnant, ça peut être assez beau, je pense, ça peut être assez poétique de l'hypnose. Mais évidemment, tout peut se décortiquer, tout peut se décoder, tout peut se comprendre. Je suis toujours assez agacé, moi, des hypnotiseurs, parfois, surtout en spectacle, qui disent j'ai un don, ou alors c'était transmis de génération en génération depuis mon arrière-grand-père. Parce qu'évidemment, il n'y a aucun don dans tout ça, il y a du travail, c'est comme tout. Il y a évidemment des gens qui sont quelquefois plus à l'aise avec un outil que d'autres, hein, mais c'est comme, je sais pas, moi, si vous prenez des musiciens, il y a des musiciens qui quelquefois sont virtuoses. Mais il me semble que la plupart du temps, ils ont avant tout beaucoup travaillé. En fait, un virtuose, c'est avant tout quelqu'un qui se consacre corps et âme à son outil, à son instrument, à sa passion. Et ben c'est pareil pour l'hypnose, en fait. Hein, ça demande un peu de travail, ça demande d'aimer ça aussi, évidemment. Ça demande de se sentir passionné par ça. C'est un métier qui est extraordinaire. On accompagne des gens vers le changement. Je trouve que c'est quand même le plus beau métier du monde. Enfin, moi, je suis même persuadé que c'est le plus beau métier qui existe. Les gens ferment les yeux, ils rouvrent les yeux, ils sont différents. C'est quand même extraordinaire, non? Il y a un petit côté magique, et pourtant, tout ça, évidemment, se comprend, s'explique, se détaille. Bonjour. Tu t'appelles comment? Julie. Julie, d'accord. Et tu dis que tu as repris le travail après 2 ans et demi, c'était il y a combien de temps? C'était il y a un mois. D'accord, oh oui, c'est J'ai tout repris il y récent. a un mois. Oui, oui, oui. D'accord, super. Ça se passe bien? Oui, tous les 15 jours je pleure, mais ça va. Tous les 15 jours? Et là, c'était aujourd'hui, c'est ça? Non, c'était la semaine dernière. C'est la semaine Non, dernière. là, je suis en pleine forme, du coup, tout va bien. Ah, mais super, d'accord. je sais que ça va, enfin, j'espère pas. Bon, on va quand même faire quelque chose, mais... J'ai l'habitude de voir les gens quand ils sont pas en pleine forme, alors ça me déçoit un peu, mais bon, on va faire avec. Désolée. Tu sais, c'est drôle, parce que plus les gens me parlent d'un gros problème, en général, plus je regarde en disant « Oh, génial !» Ouais, je sais. Un gros truc à... Là, je suis un peu déçu, mais bon. Non, je plaisante. Tu avais une émotion tout à l'heure, tu disais que c'était un peu par là? Oui, mais dès que j'en reparle, ça me le fait de toute C'est vrai façon. Ouais, mais du coup, c'est compliqué parce que comme je viens de reprendre le travail et que les gens, je les connaissais la plupart, Oui. ils me posent tous la question alors, comment ça va? Et j'ai juste pas envie de reparler en fait. Donc, à D'accord. chaque fois que je reparle, chaque fois ça. Ok, d'accord. Alors tu sais, il y a plein de choses qu'on pourrait faire là-dessus. J'explique juste 2-3 stratégies parce que l'idée, ce sera peut-être d'aller en plusieurs temps vers des choses comme ça. Quand on fait un travail en hypnose, on travaille à peu près à tous les niveaux. Forcément, dans une démonstration, on va travailler qu'à un seul niveau. D'accord? Là, on va plutôt travailler sur le niveau émotionnel.
Mais si on faisait un vrai accompagnement, si, je ne sais pas, si vous allez voir un praticien en hypnose qui va vous suivre sur, je sais pas, quelques séances, ben, il y aura plusieurs strates de travail. Il peut y avoir le travail parfois sur la partie apparente du problème, par exemple la partie émotionnelle, c'est peut-être ce qu'on va faire un peu là. Tout est lié après, et la partie apparente est souvent liée à des choses aussi plus profondes, à des couches plus profondes de nous-mêmes. Mais vous voyez, rien qu'avec ça, on pourrait aller travailler sur ce qui s'est passé il y a 2 ans et demi, on pourrait aller travailler sur ce qui se passe maintenant, on pourrait aller travailler sur ta vision de toi-même, on pourrait aller travailler sur l'avenir aussi, pourquoi pas. Enfin, il y aurait plusieurs axes de travail. Et normalement, quand on commence un accompagnement avec quelqu'un, on va commencer par des choses assez simples, pour déjà mettre la personne en confiance, pour qu'elle voit qu'on commence à travailler, qu'on commence à nettoyer les choses, qu'on commence à assainir. Et souvent, après, on va vers des choses un peu plus profondes, voire identitaires quelquefois. Là, on va rester à un niveau émotionnel, on pourra aller vers un niveau comportemental, on pourra aller vers un niveau identitaire, on pourra aller vers un niveau global, mais ce sont vraiment des couches de travail. En tout cas, ce que je voulais préciser, c'est que l'hypnose ne consiste pas, quand on va faire une séance, à ce que quelqu'un nous dise, par exemple, « Ferme les yeux maintenant, rentre dans un état profond, et là, je vais prendre ton problème et l'enlever à tout jamais. » Voilà. Maintenant, tu vas bien, la vie est belle. Bonheur. Les gens ont souvent pensé que c'était un truc comme ça, un moment où, moi je me rappelle de clients qui me disaient bon, allez, déprogrammez mon cerveau et puis réveille-moi quand c'est fini. Il y a un type comme ça m'avait marqué ça, il sortait d'une rupture sentimentale assez forte, il me dit je vais oublier la personne que j'ai aimée. Oublier, c'est-à-dire, bah, je vais vous zapper de ma vie, oublier complètement, tout souvenir, etc. Ça s'appelle une lobotomie. Ça aurait été amusant même d'aller chercher un marteau puis de revenir, je sais pas. Je sais pas si on peut faire ça en hypnose. On peut avoir des petites amnésies sur certaines choses, mais c'est pas sur des pans de vie comme ça. Enfin, ça sera en plus destructeur, vous imaginez, pour quelqu'un. Mais il y a des gens qui ont des idées comme ça, ou des gens qui m'ont dit, bah, est-ce que je pourrais oublier que j'ai fumé, ou est-ce que je pourrais oublier que j'ai vécu tel accident ou tel traumatisme. Bah, évidemment non, il ne s'agit pas d'oublier, il s'agit de voir comment, à partir d'aujourd'hui, on peut se reconstruire. Et ce qu'on a vécu, même si ça a été difficile, quelquefois, peut faire partie de notre construction. Et ça peut être fort après, ça peut être bien après. C'est pas dire que c'est positif. Ça veut dire qu'en tout cas, ça nous aide, ça nous agit, ça nous fait grandir. Et je pense que tout événement de vie, on peut en faire quelque chose comme ça. Par contre, évidemment, y a des étapes par rapport à ça. Tu disais que tu avais une émotion là, elle est comment cette émotion? Elle est partie. Déjà? Bah, faut me redemander. Attends, on va se Ça remettre va un petit peu revenir dedans. vite. Un peu de concentration quand même, Julie. On n'est quand même pas là pour Tu déconner. parlais de positif et du coup, j'étais d'accord. Donc voilà. Alors, je suis désolé, c'est un peu méchant ce que je vais faire, mais imagine que je te dise comment ça va maintenant alors? Bah, ça va bien. Oui. Oui. Mais par rapport. Parce que là, tu as repris le travail. Bah, si ça va bien, on n'a plus rien à faire. Bah, ouais, Non, non, je c'est plaisante juste un petit l'accident lui-même à la limite. Ouais. D'accord, quand tu y penses, il y a encore des choses? Ouais. Ouais. Il y a quoi qui est. Bah, c'était violent et puis du coup, je me suis retrouvée du jour au lendemain à devoir rester chez moi. Ça, c'était terrible pour D'accord. moi. C'est vraiment ça qui m'a. Ok. Parce que je travaillais beaucoup et j'aimais beaucoup ça. Et qu'est-ce qui reste de ça du coup? Qu'est-ce qui. Tu dis qu'il y a encore des choses qui restent. Qu'est-ce que c'est qui reste? Le deuil de ce que j'avais avant. D'accord. En fait, quand j'ai eu mon accident, j'ai eu l'impression de tout perdre, Oui. très clairement. D'accord. Le travail, le copain, tout. Après, je sais que voilà, ça arrive, puis à la limite, au pire, c'est pas plus mal. Et du coup, Merci pour le copain. du coup, hélas, oui, mais c'est comme ça. Oui. Et, mais c'était ma situation, je sais pas comment dire. D'accord. C'était mon Il y travail. aurait le deuil de quoi alors? Parce que tu as parlé d'un deuil. De ce que j'avais avant. Oui. Même si je suis contente de ce que j'ai aujourd'hui, j'ai toujours. Comme je suis dans la même entreprise et que j'ai pas le même poste, Oui. je regarde, j'en parlais encore avec mon responsable aujourd'hui d'ailleurs, je lui dis ouais mais des fois, je me dis je récupère les trucs des autres, mais au final moi j'aurais dû être payée pour ça. J'étais commerciale avec des coms, et là je suis en fixe. D'accord. Mais en gros je fais le même boulot, mais je fais pas signer le contrat, donc j'ai un peu les boules. Oui. Je me dis je pourrais être payée comme avant, au final je fais le même taf. C'est ça dont il y a le deuil à faire? Un peu ouais, Ouais. franchement. Ouais. Là, ça a l'air de provoquer un peu d'émotion quand Ouais, on parle. ouais. Ouais. Ça m'énerve. D'accord. C'est super, on va travailler là-dessus. Cet énervement, il est où dans le corps? Il est là. Il est là? Ouais, D'accord. franchement, ouais. Il a quelle taille? Tu me montres un peu avec les mains quelle taille il fait? C'est une sorte de rond comme ça? Ouais, une petite boule. Petite boule? Petite boule sympa. Ouais. Petite boule sympa. Quand tu te concentres dessus, ça fait quoi?
À la limite, ça peut m'empêcher de respirer. D'accord. J'ai l'impression d'être d'être ralenti, de ne pas avoir la même amplitude respiratoire. Ok. On va faire une petite expérience comme ça. Ce que j'aimerais, c'est que tu prennes cette boule et que tu la mettes devant toi. Tiens, comme si elle était dans ma main, comme ça. Elle est de quelle couleur, en fait? Je sais pas. Ouais, ce qui te vient comme ça, spontanément. Elle a la couleur d'une main. À la couleur d'une main. C'est une boule main. Ouais. Le fait de l'imaginer là, peut-être même d'imaginer qu'elle prend un peu de distance, comme si je l'écartais un peu comme ça fait quoi? Elle est un peu partie, ouais. Elle est un peu partie. Et, elle a quel poids, à ton avis? Enfin, moi, je le sais maintenant, mais toi, de loin comme ça, tu dirais que c'est lourd, que c'est léger? Non, c'est léger. C'est léger, c'est plutôt chaud, c'est plutôt froid? Chaud, C'est plutôt chaud? à choisir. À choisir, oui. Tu sais, parfois, quand on enlève quelque chose comme ça, qu'on lui fait prendre un peu de recul, il y a des petites transformations qui commencent à se créer. Comme si à l'intérieur, du coup, parce qu'il y avait un vide, ça se remplissait d'autres choses, de quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus intéressant. Et que quelquefois, ce qu'on voit comme ça de l'extérieur, ça commence à se transformer un petit peu, comme si ça prenait une nature différente, comme si la distance lui laissait de la liberté pour se transformer. Ça se transformera en quoi, du coup? Je peux la transformer? Oui. En nuage? En nuage, d'accord. Ça va faire quoi un nuage, du coup? Parce que si je le lâche, par exemple, il s'envole ou? Bon, il s'en va surtout, D'accord. avec le vent. On va faire une petite expérience. Tu vas imaginer que ce nuage, il s'en va et tu vas juste fermer les yeux quelques instants. Je vais prendre ton poignet comme ça et tu sais, parfois, les yeux fermés, on ne ressent plus vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Il y a des petits gestes automatiques qui commencent à se créer, il y a des sensations un peu différentes. Mais parfois, à peine on a fermé les yeux qu'on commence à rentrer à l'intérieur de soi, comme s'il y avait juste une porte d'entrée qui change nos perceptions. Ta main, elle va commencer à bouger un petit peu toute seule. Et tu vas avoir l'impression que le mouvement qui commence à se créer, la main va par exemple s'écarter un peu du corps, comme si elle prenait du recul, de la distance. Et ça va être comme la sensation que, à un autre niveau, c'est cette émotion qui commence à prendre de la distance. Comme si quelque chose commence à partir tout doucement à l'intérieur. Comme s'il y avait une autre façon de percevoir les sensations du corps, les perceptions qui existent. Parfois on entend des mots, une histoire, ça nous amène à ressentir, à vivre des choses, et on ne sait pas toujours jusqu'où on va avec ça. Mais je me pose une question et une partie de toi peut se la poser aussi. Qu'est-ce que ça va changer quand cette émotion, tu auras pu la laisser partir vraiment? Et cette partie de toi peut très bien savoir aussi à quoi cette émotion est réellement liée. Et qu'est-ce qui est en train de se passer quand tu fais cette expérience? Il y a une part inconsciente de nous, parfois, tu sais, qui gère les choses, qui les gère un peu toute seule. On ne sait pas toujours comment ça fonctionne, cette part-là. Mais imaginons qu'elle commence à devenir plus présente, cette part-là, plus à l'écoute, plus disponible, comme en surface. La main continue à bouger, à partir sur le côté. La tête peut devenir un peu plus lourde, comme si elle était accompagnée dans cette expérience. La respiration devient un peu plus profonde. Les yeux se mettent à trembler derrière les paupières closes. Il y a des sensations qui passent, des impressions différentes. Et puis à un moment, c'est juste l'occasion de créer ce changement. Comme si tu allais vers une partie de toi qui avait besoin de quelque chose par rapport à tous ces ressentis. Il y a eu ce nuage tout à l'heure, cette émotion qui a commencé à prendre du recul. Mais il y a quelque chose d'autre qui peut se passer aussi. Avant même que les yeux se ferment, quelques minutes avant, une émotion avait commencé à se transformer. Maintenant, ça peut aller plus loin. Aller vers ce dont tu as vraiment besoin. Ce qui peut vraiment être important. Peut-être au-delà même de ce que tu as partagé tout à l'heure avec des mots. Quand cette part inconsciente de toi aura commencé à faire ce travail, quand il sera déjà engagé dans une certaine direction, tu vas avoir la sensation qu'il y a comme un soulagement qui commence à se créer à l'intérieur. Et cette main, tout doucement, elle va redescendre. Tu vas avoir l'impression qu'elle devient un peu plus lourde. Et toi, tu peux être spectatrice de ce mouvement. Et au fur et à mesure qu'elle redescend, toute seule, qu'un doigt bouge un peu tout seul aussi, tu peux avoir la sensation de relâcher quelque chose de très profond.
y a des choses apparentes et extérieures, un mouvement. Et il peut y avoir aussi un mouvement à l'intérieur, plus en lien avec des mécanismes, des apprentissages, des changements. Parfois des émotions passent dans ces moments-là. La main redescend. Et j'aimerais juste que tu te ressentes sur le présent, la pièce dans laquelle tu es. Ta respiration, la manière dont tu es installé sur la chaise, les impressions du corps, les pensées, les sensations. Puis reprendre une bonne respiration. Et j'aimerais que tu me dises au moment où tu vas rouvrir les yeux, comment tu te sens? Faut rouvrir. Mhm. Beaucoup plus détendu. Oui. Tiens, repense à tout ce qui se passe au travail, à ce qui s'est passé il y a quelques jours, il y a une semaine, à ce qui s'était déjà passé un petit peu avant. Ça fait quoi? Là, ça va. Ça va? Oui, Imagine que tu as tous tes collègues au travail qui font « Alors, ça va ?» Ils sont briefés en même temps. Ça fait quoi quand tu penses à tout ça? Ça va. Ça va? Ouais, ça va D'accord. aller. Ok. Et au fait que tu signes plus les contrats maintenant et que ça fait quoi? Bah, c'est comme ça. Ok, d'accord. Ah, c'est presque trop Ouais. facile, je trouve. Mais je m'y suis déjà faite à l'idée, mais je sais Mhm. pas. Je sais pas si ça. En fait, ça dépend des moments. Ça dépend C'est des des moments. vagues. Ok, On verra la prochaine vague. d'accord. C'est Mhm. dans combien de temps? Bah, on verra. Tu me diras? Ouais. D'accord. Ce qui serait très bien, c'est que ça soit tout de suite une très grosse vague, comme ça tu vois Ouais, que si une tu peux bonne la fois pour traverser, c'est fini, quoi. Mm. Ouais. Souvent, les gens ont besoin de tester après. Alors, ce que je te propose, c'est même de proposer à tous tes collègues d'être très chiants un jour, tu vois, pour voir comment tu réagis. Et si tu continues à rire comme ça, a priori, c'est que c'est bon. Mm. L'émotion dont tu parlais tout à l'heure, si tu essaies de la retrouver, ça fait quoi? C'est possible, hein, je Ouais, pense. essaye, vas-y. Oh, mais j'ai pas envie. D'accord. Je peux t'aider un petit peu, hein, si tu veux. Ouais, pourquoi pas? Tu sais, il y avait une émotion qui Essayons, était là, qui était une boule, tu disais tout à Ouais. l'heure là. Ça fait Mm. quoi quand tu y penses? Bah, elle peut revenir. Hein. Ouais. Ouais, je crois. D'accord, essaye, vas-y. Bah, oui, elle Ouais. se pointe un peu, mais beaucoup moins qu'avant, D'accord. quand Ok. même. Et à la place, au contraire, il y a quoi? Il y a de la place. Il y a de la place. C'est bien ça? Ce serait... Ouais, c'est cool. T'as envie d'y mettre quoi? Bah, c'est la bonne question. Mhm. Mm. Je te laisse repartir avec du coup. Ouais. T'en veux pas un bout? Non. C'est Non, intéressant de se ça poser pourrait cette me- question par la suite. Il y a de la place, c'est super. Mm. De quoi tu as vraiment besoin en ce moment? Qu'est-ce qui pourrait vraiment être bien pour toi? Il n'y a pas besoin d'avoir la réponse maintenant. Mm. Mais tu sais, quand on commence un travail comme ça, même si c'est qu'une première étape, tout ça, bah, parfois les choses continuent à se faire un peu toutes seules à l'intérieur. On en rêve la nuit, on a des idées qui viennent, etc. Et pense juste un petit peu à ça dans les prochains jours. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre là? On peut même tester avec plusieurs choses. C'est intéressant dans le sens où quand il y a de la place, il y a souvent une partie de nous qui attend ce qu'on va y mettre. Et la solution, elle vient que de toi pour le coup. Merci beaucoup en tout Merci. cas. C'était un Beaucoup. plaisir. Pareillement. Bon travail demain. Merci. Oh, ça a l'air sympa, non? Ouais, on commence par une petite expérience assez rapide comme ça. Alors, vous voyez comment on travaille sur l'imagination? Une sensation, elle a... souvent les gens disent, tiens, je me sens bien, je me sens pas bien, je suis stressé, je suis... Et si on leur posait la question, qu'est-ce que tu ressens vraiment? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu dis ça? Ben, souvent les gens ne sont pas tout à fait à l'aise avec l'idée de répondre à ça, parce qu'il n'y a pas une réponse très précise à ça. Souvent les gens, ben, je me sens bien, ben, c'est tout, je me sens bien, ou je me sens mal, ou je suis stressé ou pas stressé. Mais c'est où? C'est comment? Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu imagines? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu te racontes? Et si on peut vraiment arriver à mettre des mots dessus, on va s'apercevoir qu'une émotion, elle a une taille, un poids, une odeur, une couleur, un emplacement. Et que si on commence à maîtriser tout ça, si on commence dans le sens à conscientiser en fait tout ça, ben, tout ça n'est pas immuable. La couleur, l'emplacement, la taille, la texture, la température d'une émotion, ce sont des paramètres qu'on peut modifier, qu'on peut transformer. Et on peut jouer avec ça, on peut commencer à indiquer quelque chose d'autre à notre inconscient. Parce que ces paramètres, c'est simplement le langage de notre inconscient. L'inconscient, il ne fabrique pas des mots pour parler, il ne fabrique pas des phrases avec du sens, il fabrique de l'émotionnel, son langage à lui. Et pour fabriquer de l'émotionnel, il a besoin de sensoriel, il a besoin d'images, de sons, de sensations, d'odeurs,
Et à partir de ce mélange sensoriel, il va créer de l'expérience. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris à faire au tout début de notre vie, quand notre cerveau était une simple machine à apprendre des choses pour pouvoir survivre. On a tous commencé comme ça, on est né sans savoir rien faire. Il fallait apprendre. Il fallait apprendre à se comporter dans le monde, il fallait apprendre à être autonome. On a mis des années et des années et des années à apprendre ça. Alors notre cerveau a créé des codes pour comprendre ça. Il a créé des codes pour nous montrer ce qui était bon ou pas bon pour nous. Il a créé des codes pour nous montrer ce qui était attirant, ce qui devait être opposant, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et ça nous a créé des émotions. Maintenant, vous savez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui vous attire dans la vie, ce que vous n'avez pas envie d'avoir dans votre vie. Et ces émotions, elles sont là pour guider. Seulement, peut-être que quelquefois, notre cerveau a pu se tromper. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Imaginons, un jour, une personne a un accident de voiture. Alors son cerveau va faire « Oula, c'est dangereux la voiture, il faut que je mette une peur à chaque fois qu'il y a une voiture qui arrive ». Ça, c'est une fonction de survie dans le cerveau. Le lendemain, cette personne doit reprendre une voiture et puis elle a peur, elle ne se sent pas bien. Peut-être qu'elle ne peut même pas rentrer dans sa voiture. Elle a une phobie. Mais c'est un bon choix du cerveau de faire ça. Mais ce n'est pas le meilleur choix possible non plus. Le cerveau, quelquefois, il réagit vite. Et en réagissant vite, il prend la première mesure qui lui vient à l'esprit, qui n'est peut-être pas la meilleure chose à faire dans le temps, dans le long terme. Alors quand on commence à avancer un peu plus dans cet apprentissage-là, on se pose la question, comment on fonctionne inconsciemment? Qu'est-ce qui est bien ou pas bien dans nos fonctionnements inconscients? Et on s'aperçoit assez vite que notre inconscient, il a des très bons fonctionnements, il a des capacités de survie extraordinaires. Il fait quand même des choses étonnantes. Tous les jours, on guérit de maladies sans même s'en apercevoir. En fait, il y a un processus d'auto-guérison qui est très très bon. On élimine les cellules défectueuses, on se coupe, ça se répare, on dort, ça digère, ça travaille, ça assimile, etc. Ça se passe quand même super bien. Mais notre cerveau n'est pas conçu pour tout. Par exemple, c'est un exemple parmi plein d'autres, mais la notion du long terme dans le cerveau, c'est pas prévu à la base. Pour une raison toute simple, hein. Vous savez, quand on courait encore dans la jungle, il n'y a pas si longtemps que ça finalement, on est à quelques milliers d'années de ça, hein, on n'est pas très très loin de ça. En tout cas, sur des millions d'années d'évolution, on n'en est pas sorti depuis très longtemps, en temps de construction du cerveau. Et bien la vraie question, c'est celle de la survie. Je pense qu'à l'époque, on devait vivre quoi, 20 ans, non? C'est ça, on était déjà vieux à peu près à cet âge-là. La plupart du temps, la survie, elle était au jour près. Il fallait pouvoir manger le jour J, il fallait pouvoir dormir dans un lieu sécurisé. Alors notre cerveau a appris pendant des millions et des millions et des millions d'années à se comporter dans ce climat-là. Vous savez par exemple que la paranoïa est un système de survie? Nos ancêtres qui ont survécu, c'est ceux qui se réveillaient à chaque fois qu'il y avait un bruit. Imaginez, on est dans la jungle, on dort le soir. Il y a un bruit. Bon, 99% du temps, c'est une branche qui craque, c'est une feuille qui tombe, mais de temps en temps, c'est un prédateur. Et bien, il valait mieux dans la nature pouvoir se réveiller à chaque fois pour vérifier que ce n'était pas un prédateur. Ceux qui n'étaient pas paranoïaques n'ont pas survécu. Ça paraît tout bête, mais aujourd'hui, c'est encore un système qui est utilisé dans certains de nos fonctionnements, la paranoïa. Mais parfois, elle n'est plus du tout adaptée à notre société. Se figer quand on a un danger, réaction de survie aussi que nos ancêtres ont appris. C'était pratique parce que la plupart des prédateurs courent plus vite que nous et ont des plus grandes griffes et des dents que nous. Donc courir, se battre, pas très utile. Se figer, parfois ça peut peut-être passer inaperçu. Mais aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui, je ne sais pas moi, doit parler en public et se fige, ça n'a rien à voir. Mais le cerveau recrée un fonctionnement qui croit être bon parce qu'après des millions d'années d'évolution, c'était très bon. Et maintenant, c'est plus bon du tout ce fonctionnement-là. Notre cerveau a des fonctionnements archaïques. Je parlais du long terme, pareil. Pourquoi autant de gens, par exemple, ont des comportements au quotidien qui sont nocifs pour le corps? Parce que le corps n'a aucune protection à long terme. On peut s'empoisonner un petit peu tous les jours, notre corps ne nous dira rien si ça assouvit un plaisir immédiat. Alors vous le voyez à l'échelle de l'humanité, non? La perspective du développement durable, vous voyez comment ça... Tout le monde en est sensible, non? Non, parce qu'en fait, il n'y a aucune sensation d'urgence dans le corps par rapport à ça. Dans 100 ans, on ne sera plus là. Notre corps ne nous donne aucune sensation d'urgence par rapport à ça. Demain, par contre, oui. Maintenant, oui. Maintenant, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai besoin de sucre. Bien sûr que le corps, il sait que c'est pas bon à long terme, mais c'est pas grave. Si maintenant il y a un plaisir immédiat, c'est plus important que dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Alors qu'est-ce qu'on va faire en hypnose? On va souvent essayer de corriger des fonctionnements inconscients qui sont juste pas adaptés. Vous voyez, quand vous avez un ordinateur, vous faites une mise à jour. Il faudrait faire une mise à jour régulière du cerveau. Dans cette société-là, notre cerveau, c'est une machine à apprendre extraordinaire, mais il faut lui donner la mise à jour. Alors parfois, elle se fait toute seule, et vous le faites tous des milliers de fois dans une vie. Mais parfois, il y a un truc qui ne se met pas à jour tout seul. On reste sur un fonctionnement archaïque, on reste sur un fonctionnement d'enfance, on reste sur un apprentissage qui n'est pas tout à fait formé, parce qu'en plus, parfois, il y a des émotions qui viennent gêner ça. Je vais vous proposer une petite expérience, et puis on va voir si ça parle vraiment à certaines personnes.
Est-ce qu'il y en a en ce moment, par exemple, qui se sentent un peu partagés dans leur vie entre deux trucs, qui créent une sorte de dissociation intérieure, de conflit intérieur, comme si on était séparés en deux? Alors je prends un exemple. Par exemple, quelqu'un qui se dit, quand même, tous les matins, je me dis, je vais faire attention à ce que je mange. Et puis, dès qu'il y a une tentation, je craque. Alors la partie là, qui se veut dans la maîtrise, je sens que ça te parle. C'est un exemple, hein, mais il peut y avoir mille autres choses. Cette partie-là, elle se veut un peu dans la maîtrise du truc. Et j'aimerais bien m'y associer à cette partie-là parce que ça me ferait plaisir. Et puis en même temps, quand il y a une tentation, c'est cette partie-là qui fait... Vous savez, c'est le petit ange et le petit démon dans les animés. Prends ce chocolat. Non. Prends ce... Oui. Après, moi, il y a un truc qui me gêne, c'est que dans notre société, on a tellement diabolisé le plaisir, par exemple, que le petit diable et le petit ange, le petit diable, c'est souvent celui qui amène vers la tentation. Mais peut-être qu'il est gentil aussi, ce petit diable, quelquefois. Peut-être qu'il nous sauve aussi, peut-être qu'il nous aide aussi. Il n'est peut-être pas que négatif. Il faudrait peut-être changer sa représentation pour en faire simplement une autre vision de nous-mêmes. Est-ce qu'il faudrait toujours être raisonnable, vous imaginez? Parce que si on écoute les objectifs des gens qui viennent nous voir en séance, il faudrait qu'ils soient totalement raisonnables tout le temps. Alors ce que je voudrais, c'est avoir une vie parfaite. Tous les matins, je me réveille, je vais courir pendant 1 heure, ensuite je mange bio tous les jours, et puis j'enlève ça, et j'enlève ça, et j'enlève ça, et puis je me couche tous les jours très tard, et je me lève à 5 heures du matin pour faire un truc génial. Quelquefois, si on écoute nos clients, à un moment donné, on leur dit « mais et c'est quand vous vivez ?» Oui, parce que souvent, on nous a donné comme idéal une sorte d'ascétisme comme ça. Je ne suis pas sûr que ce soit... Il y a des gens à qui ça correspond vraiment. Je pense qu'il y a des gens pour qui c'est une lutte intérieure permanente, parce que ce n'est pas vraiment eux, tout simplement. Alors du coup, j'ai posé la question, il y en a certains qui levaient la main, ça avait l'air d'être assez intense. Il y a plusieurs possibilités. Soit, devant ces deux choix possibles, il y en a un qui n'est pas bon. Clairement, ça arrive quelquefois, il y en a un qui est vraiment pas bon, il y en a un qui est vraiment nocif. Parfois, il y aurait besoin d'un peu des deux. Peut-être qu'il y aurait besoin de trouver un équilibre entre les deux. Peut-être que, alors si c'est le conflit, je ne sais pas moi, liberté-sécurité, parce que c'est un conflit classique aussi, je n'ai pas donné d'exemple par rapport à ça, mais c'est, voilà, j'aimerais vivre mes rêves. Enfin bon, quand même, j'ai une vie bien sécurisée aujourd'hui, et si je commence à prendre des risques, ça va être un peu gênant. Je ne sais pas si ça parle à certains. Ça fait des années que je me dis que c'est ça qui est important pour moi, j'aimerais suivre cette partie-là de moi. Puis à chaque fois, il y a l'autre qui me retire en arrière et qui fait « mais arrête, t'es fou, tu vas pas tout envoyer en l'air juste pour réaliser un vieux rêve ». Il y en a comme ça, quelquefois. Et bien peut-être qu'il faudrait qu'elles se rencontrent, ces parties-là, peut-être qu'il faudrait qu'elles se parlent, peut-être qu'elles ont des choses à se dire, peut-être qu'elles ont besoin de se comprendre, ces parties-là, peut-être qu'il y en a une qui peut apprendre à l'autre quelque chose, et ainsi de suite. Peut-être qu'il ne s'agit pas de faire un choix, peut-être qu'il s'agit de créer autre chose avec tout ça. Ça parle à certains, ça? Oui? Ça tente de venir quelques minutes ici? Oui. D'accord. Bah, écoute, viens, mais seulement si tu veux changer. Il faut juste que tu signes une feuille avant. C'est un testament. À partir de cet instant, ma vie ne sera plus la même. Vous savez, très souvent, quand on provoque des changements en hypnose, ils n'ont pas pour but d'être définitifs, les changements. Ils ont pour but d'être évolutifs. On crée un changement à un instant donné pour que ça continue à évoluer par la suite. Par exemple, je ne crois pas du tout à la capacité d'être figé dans quelque chose chez l'être humain. J'ai tendance à me méfier quand quelqu'un dit « je veux que ça soit comme ça et toujours comme ça ». Parce qu'il me semble qu'on n'est pas fabriqué comme ça. Il me semble qu'on est fabriqué pour grandir, pousser, tester, vivre des choses. Et à la limite, j'ai même tendance à penser que quelque chose qui est figé chez quelqu'un est plutôt antinaturel. Le changement, c'est quand même la chose la plus naturelle qui existe. Comme on dit, il n'y a que le changement qui ne change pas. Du coup, quand quelqu'un dit « je suis comme ça depuis tout petit », il y a un truc figé en fait, c'est plutôt ça qui pose problème. Ce qu'il faudrait, c'est être flexible. Ce qui serait intéressant, c'est une école de la flexibilité où on apprend à s'adapter, à se transformer, à se bouger. Et pourquoi pas, quelquefois, vouloir garder quelque chose un temps. Mais souvent, si on en est prisonnier, c'est gênant. Si c'est en conscience, c'est plus intéressant. Tu fais quoi avec... Ah oui, c'est pour... Oui. Oui, tu es équipé comme ça. Voilà. En fait, c'est amusant. Ça serait amusant de... Romain, qui s'occupe de la réalisation encore de temps en temps, fait de l'hypnose aussi. Et à une époque, j'avais dit, mais hypnotise les gens avant qu'ils arrivent, comme ça va... On l'a jamais fait, mais ce serait marrant de le faire vraiment un jour. En fait, c'est lui qui fait le cabinet public. Tu vas bien? Oui. On est bien sur ces chaises, non? Très bien. Oui. Il y a un côté, je ne sais pas si ça te fait la même chose, le fait d'être en hauteur, en plus léger la plupart du temps. Pas spécialement. Pas spécialement? Mais il fait plus chaud en même temps.
Tu sens la différence? Oui. Ouais. C'est marrant ça. Tu me dis oui en plus. Toi, quand tout à l'heure, tu as levé la main comme ça, tu pensais à quoi exactement? Au fait que je procrastine beaucoup Oui. et qu'en fait j'ai plein de choses à faire et que je meurs d'envie de les faire mais que je ne les fais pas. D'accord. Ça me... Donc c'est un peu ces deux parties dont on parlait tout à l'heure, celle qui Exactement. procrastine, celle qui veut faire les Mhm. choses. Mhm. D'accord. Toi, de l'extérieur, comme ça, quand tu vois la partie qui procrastine, tu la mettrais plutôt à droite ou à gauche, la partie qui procrastine? À droite. À droite. Imagine que tu l'as dans la main, cette partie-là. Mhm. Tu remets-la dans ta main, comme si... je sais pas, quel symbole tu pourrais t'en faire si tu devais la dessiner, si tu devais la représenter? Un S jaune. Un S jaune, d'accord. Ok, c'est super précis d'un coup. D'accord. Désolé. Je te demande pas forcément la signification du S jaune, mais Mhm. ça c'est la partie qui procrastine. D'accord. Tiens, dans l'autre main, tu vas mettre la... Comment tu l'appellerais l'autre partie du coup? Celle-ci, Oui, même si c'est un symbole complètement bien absurde, sûr. une coccinelle. une coccinelle, d'accord. Ok, c'est super, tu sais. Ce qui vient spontanément comme ça est toujours bien. C'est comme dans l'onirisme, c'est comme dans le rêve, c'est Ouais, comme ouais, dans... ouais. Elle est comment cette coccinelle? Rouge. Rouge. Elle a combien de points sur 3. 3? D'accord. Deux d'un côté, un de l'autre ou trois d'un même côté? 2 à gauche et 1 à droite. Deux à gauche et un à droite. Ok. Elle marche? Elle est figée? Elle est en céramique. Elle est en céramique. Je pense. D'accord. À taille, à échelle réelle? Non, non, non. Elle est plus grande? Elle fait toute ma paume. Elle fait toute ta paume. Mhm. C'est une super coccinelle du coup. Mhm. D'accord. Oui, je t'ai pas demandé si c'était l'animal, la coccinelle, mais je me suis douté que c'était... Oui, non, oui. Non, oui, c'est... On sait jamais. Non, mais ça va, c'est l'animal. D'accord. Ok. Et toi, quand tu les regardes comme ça, laquelle est la plus attirante des parties? À cet instant-là, en tout cas. Celle-ci. Celle-ci? Mm. D'accord. Celle-là, elle sert à quoi? À rien. À rien? Oui, oui. C'est vrai? Oui, oui. Elle a jamais servi à rien? Je sais même plus. À prendre du temps. À prendre du temps. Mm, mm. Ok, c'est important de prendre du temps? Oui, mais le temps passe vite. Le temps passe vite, d'accord. Genre minute après minute. Mm. Oui. Ça fait combien de temps qu'elle est là, cette partie? Je ne pourrais pas te dire. Tu pourrais pas me dire? Ça date. fait longtemps, du coup? Oui, oui, ça fait longtemps. C'est Ouais. ancré depuis longtemps. D'accord. Même quand tu étais adolescent, enfant, c'était déjà un peu présent ou Je crois, oui. tu crois? Mm, mm. D'accord. Et cette partie-là, du coup, elle existe depuis combien longtemps aussi? Depuis que j'ai mon appartement, je pense. Depuis que t'as depuis ton que je- appartement. oui. Ça veut dire qu'avant, il y avait cette partie-là et pas encore cette partie-là? Oui. D'accord. Cette partie-là a connu la solitude, quelque part, et alors que celle-là, elle arrivait un peu après, c'est ça? Ouais, C'est une bizarre. métaphore. Hein, Oui, 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 mais. Oui, oui. Tu sais, il va se passer quelque chose. Dans une expérience d'hypnose, il se passe des choses un petit peu étonnantes parfois. Mm. Je dis parfois, c'est une manière de... Mais ça commence un peu différemment pour chaque personne. Il y a des moments, parfois, on plonge dans une expérience, on ne sait pas exactement comment. Et puis quelquefois, ça nous retient dans quelque chose alors qu'on est déjà en train d'y rentrer. Mm. Mais il y a comme une sorte de division de l'attention quelque part. On est à la fois là, en train d'écouter quelque chose, et pourtant, même si on ne sait pas exactement à quel moment ça se passe, il y a plein de couches de pensées, d'idées, de sensations qui commencent à venir. Et le corps commence à vivre des choses un peu particulières quelquefois. On est là sans être là. Tu te sens comment là, par exemple? Tombé. Tombé? D'accord. Et est-ce que tu as l'impression que ça se fait consciemment quand tu y penses, ou c'est juste avant que ça se produit? Parce que si tu commences à vraiment rentrer dans cette expérience, comment ça s'amplifie d'un coup? Il y a des personnes parfois qui ont juste la sensation qu'appellent, elles ouvrent une porte, elles rentrent dans un autre univers. J'aime bien employer la métaphore, tu sais, du miroir d'Alice au Pays des Merveilles. On passe de l'autre côté du miroir quand on va dans l'hypnose. Et de l'autre côté, tout est symbolique. Tout a un sens différent. Tout est une invitation à reconstruire les choses, à les repenser, à les regarder avec un œil neuf. Il y a des personnes qui se sentent entraînées par l'état d'hypnose. Alors que d'autres y vont en conscience, plus spontanément. Et parfois c'est un peu des deux. Il y a une part inconsciente de toi qui va être si présente à un moment donné que tu vas avoir l'impression qu'elle prend plein de place, qu'elle commence à devenir très présente, très active. Peut-être que cette part, à un moment donné, va te donner l'impression qu'une main commence à flotter toute seule.
ça peut être assez étonnant d'avoir une main qui commence à flotter toute seule. Comme si elle était attirée vers le haut. Parfois, elle entraîne le bras. Parfois, elle entraîne l'imagination aussi, comme si l'imagination pouvait s'élever. Parfois, c'est l'autre main qui est entraînée elle aussi. Et les deux mains se mettent à se lever, à s'envoler, à bouger, à monter. C'est comme le début d'un voyage. C'est comme commencer à s'élever dans une expérience, à prendre de la hauteur, de la distance. Beaucoup de gens ont l'impression de décoller dans l'état d'hypnose. Il y a plein d'états d'hypnose en fait. Il y en a où on descend, il y en a où on monte, il y en a où on s'écarte du présent, il y en a où on rentre dans le temps. Chaque état d'hypnose est différent, chaque état d'hypnose est unique. C'est comme un film, chaque film est différent, chaque histoire est unique. Mais dans chaque expérience, il y a cette présence de cette partie inconsciente qui permet un travail. Du côté droit, il y a un S jaune. Cette partie est là depuis longtemps. Elle sert peut-être à prendre du temps, elle sert peut-être à autre chose. Elle a peut-être des choses à vivre, elle a peut-être des choses à faire. Je vais te demander pendant quelques instants de t'associer à cette partie, de la comprendre, de rentrer en elle, de rentrer dans son histoire, de rentrer dans son intention, de la regarder depuis elle et de regarder depuis elle la réalité. De prendre pendant quelques instants son point de vue, comme on pourrait presque devenir quelqu'un d'autre un instant pour comprendre une autre possibilité d'être. De quoi elle a besoin, cette partie? Qu'est-ce qui la rend légitime? Qu'est-ce qui la fait rester jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qu'elle attend de toi? Et peut-être encore d'autres questions que tu connais ou que tu peux imaginer. Et puis il y a une autre partie, celle qui est arrivée peut-être quand tu as eu cet appartement. Et là aussi tu peux rentrer dans cette partie, comprendre qui elle est. Qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle amène, qu'est-ce qu'elle permet. Devenir elle, regarder le monde depuis son point de vue, comprendre depuis sa pensée, ressentir depuis sa recherche. Un autre point de vue, un autre regard, une autre possibilité. Et ressentir comme quelque chose qui s'inverse à l'intérieur, comme quelque chose qui a besoin d'explorer différemment. Le symbole de la coccinelle, peut-être que d'autres symboles peuvent venir. C'est comme te relier à quelque chose, en comprendre l'essence. Explorer cette intériorité. Maintenant, depuis cette partie-là, j'aimerais que tu regardes l'autre. Et tu te demandes qui elle est. Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle attend? En quoi elle a son rôle à jouer aussi? À quoi elle sert encore? Et au lieu de la rejeter, accueillir son essence. Mais peut-être qu'elle peut se transformer au passage. Peut-être qu'elle peut évoluer, peut-être qu'elle peut grandir. Peut-être que depuis le temps qu'elle est là, quelque chose peut bouger. Et puis à nouveau rentrer dans cette partie, ce S jaune. Et là aussi, depuis là, regardez l'autre, la coccinelle, et tous les autres symboles qui viennent. Et là aussi, comprendre pourquoi elle est arrivée, cette partie-là, à quoi elle sert, et aller la rencontrer. À un moment donné, ces deux parties peuvent trouver comment travailler en équilibre, comment s'apporter des choses, comment fusionner d'une certaine façon. Quelque chose d'autre va se créer. Du dilemme, ça peut passer à l'unité. Du conflit, ça peut passer à l'harmonie.
Du tiraillement, ça peut passer à la sensation d'être attiré vers une direction précise. Comme aller chercher ce dont tu as vraiment besoin aujourd'hui. Vers quoi tu as vraiment envie d'aller. C'est comme te remplir de quelque chose d'essentiel, quelque chose que tu cherches au plus profond de toi. Quelque chose qui t'amène là, quelque chose qui t'amène vers des projets, vers des rêves, quelque chose qui peut commencer à évoluer. Souvent dans ces moments-là, ça procure une sensation extrêmement agréable, intense. La sensation que tu es exactement au bon endroit, au bon moment, avec toi. Un nouveau symbole peut arriver. Celui-là, tu peux le garder pour toi, mais le regarder aussi, le voir, l'apprivoiser. Il y a parfois une sensation étrangement agréable qui arrive dans ces moments-là. Comme le début de quelque chose de très précieux. Quelque chose qui va pouvoir continuer bien après ce moment qu'on passe ensemble. L'état d'hypnose parfois nous entraîne très loin à l'intérieur de nous-mêmes, dans des parties de nous-mêmes qu'on ne connaît pas toujours, des paysages inconnus, des symboles différents. On y trouve des choses, on y apprend des choses et puis on revient avec ce qu'on y a trouvé. Le corps est toujours posé sur un tabouret, la tête un peu penchée vers l'avant. Quelque part, tu peux revenir vers ça, avec ce que tu as vécu dans ces expériences. Dans tes mains, dans ton esprit, dans ton corps, dans ta respiration, quelque chose est là. La respiration peut se refaire un peu plus consciente. Les pensées se recentrer un peu plus. Il peut y avoir une grande curiosité parfois, avec quoi on revient. Tu peux prendre le temps de quelques respirations pour ramener la conscience au présent. Quelquefois, il y a quelque chose de très doux, de très simple quand on revient. Les yeux sont parfois un petit peu bloqués comme ça, mais quand ce sera le bon moment pour les rouvrir, tu auras comme la sensation d'une serrure qui s'ouvre, de quelque chose qui redevient fluide. Bonsoir. C'était comment ce voyage? Très long. Très long. Très long, oui. C'est vrai que ça a duré 2h30. Ça finit à l'heure les RER. Les métros, c'est... Non, je plaisante. Ah Non, ça a duré 10 minutes, c'était non, pas 10 minutes quand même. oh, 10-12. C'était On plus- aura la vidéo si tu veux. D'accord. Mais il y a encore des métros, hein, rassure-toi. C'est marrant comme premier réflexe, ça. Faut qu'on fasse une blague un jour, on fait une distorsion du temps comme ça et tout le monde, quand ils se réveillent, tout le monde fait... Ils sont tous endormis, là, qui sont partis. Comment tu te sens là tout de suite? Un peu dissocié, mais ça va. Oui. Dissocié de quoi, du coup? De toutes les dissociations que j'ai vécues cette journée. D'accord. À un moment donné, je ne sais pas comment tu ressentais les choses, les mains ont bougé, il s'est passé des choses, puis à un moment donné, ça s'est réuni. Il s'est passé quoi à ce moment-là? J'arrivais pas à définir les deux formes qui étaient jumelles, on va dire, dans chacune de mes mains. Elles étaient un peu floues. Donc j'en ai conclu que ça devait être des boutons. J'ai essayé d'appuyer dessus, je crois. Oui. Et ça m'a procuré du plaisir, Ok. mais surtout de l'ordre.
Des choses comme ça. Quand tu penses à ce conflit intérieur qu'il y avait tout à l'heure, ça fait quoi maintenant? De quel conflit tu parles? Non, je sais plus, la gestion Ouais. du temps peut-être, quelque chose comme ça. La gestion du temps, il y avait un truc comme ça, ouais. C'est un truc. Ben, après, quelques jours après, quelquefois, tu sais, il y a des choses comme ça qui travaillent. Là, tu es dans ton état normal? Oui, Ouais. enfin, oui, Oui. On ne sait pas très bien ce que c'est au bout d'un moment en état normal, mais je suis bien. tu sais, parfois on est remonté un petit peu et on Mhm. sent qu'on pourrait redescendre, Mhm. comme s'il y avait vraiment quelque chose qui nous attirait un peu vers cette expérience, comme ça. Puis on peut remonter un petit peu, puis on a l'impression qu'on repart un peu aussi comme ça. Et il y a des gens, quelquefois, à peine on leur dit tiens, ça pourrait repartir, ça commence à pencher un peu, Mhm. ça commence à. Oui. Et en même temps, c'est pour encore mieux revenir après. C'est vraiment une sensation comme ça de Mhm. plonger, de revenir. Moi, j'adorais faire de l'apnée quand j'étais petit. Je faisais ça très souvent dans Mhm. la mer, par exemple, ou dans les piscines. Je partais un petit peu comme ça, puis on revient. Et au bout d'un moment, on revient vraiment. Mais hop, comme s'il y a un truc qui se réaligne à l'intérieur. Et là, vraiment, c'est. Voilà, on ne se rappelle pas toujours de tout, hein, par contre, mais. Mais bon, après 3 heures d'expérience, quand même. Tout à l'heure, tu évoquais, tu sais, une partie qui voulait procrastiner ou des choses comme ça. Non? Sans doute, oui. Ouais. Non, on en reparlera, mais tiens-moi au courant en tout cas. Mm. Ouais. Laisse passer un petit peu de temps, quelques jours, puis tu me diras un petit peu ce que tu vis après, comment ça se passe. Mhm. C'est réellement... d'accord, ok. Non, ça s'est pas passé. D'accord. Tu dis d'accord. Je- Je te laisse reprendre un petit peu Oui, tes bien esprits. sûr, bien sûr. Et Merci. c'est souvent quand on sort d'une expérience d'hypnose, quelquefois on reste un petit peu dans un état intermédiaire. Si parfois quand je refais un accompagnement, tu repars un petit peu, et tu sentiras, tu peux revenir à la fin, ça arrive assez spontanément. Surtout au premier rang en plus, ça joue un peu. Merci beaucoup. C'est gentil, merci. C'était un plaisir. Merci à toi. Je te laisse aller rendre le micro à Romain. Et à plus tard. C'est amusant, non? C'est vrai que c'est très frustrant, quelquefois, on fait des séances d'hypnose aux gens, et à la fin, ils nous regardent en disant il s'est passé quoi? Et là, on se dit ça fait 1 heure que j'essaie de faire des super trucs, on essaie de. Combien de fois, en tant que praticien en hypnose, et je sais que certains ici le savent, on fait une séance, on se dit oh, j'étais bien, j'ai fait un bon truc, c'était stratégique ce que j'ai fait et tout ça, et l'autre nous regarde en disant ah, j'ai aucun souvenir de. Pour l'ego, c'est pas terrible en fait. Vous vous rendez compte, c'est une forme d'art un peu particulière. On a un public qui se rappelle pas toujours de ce qu'on fait. Il n'y a qu'une personne en plus. Mais en même temps, je crois profondément. Vous savez, on se pose parfois la question de l'amnésie en hypnose. Qu'est-ce qui fait qu'on ne se rappelle pas toujours de tout, que c'est pas tout. Mais je crois que cette fonction-là, elle est saine aussi. Vous avez remarqué, par exemple, peut-être que vous avez tous vécu ça. Parfois, on a un moment où on n'est pas très bien physiquement, par exemple, petite maladie, un truc comme ça. Au moment où on guérit de ça, je sais pas moi, quelqu'un qui a un rhume ou quelque chose comme ça, on a très vite l'impression que c'est fini depuis longtemps. Ça vous est déjà arrivé ça? Comme si, après avoir subi un truc quelquefois pendant plusieurs jours, pas très agréable, à un moment donné ça s'en va et quelques heures après on a l'impression que c'est déjà l'histoire ancienne. Comme si on a une capacité, je trouve, à mettre de côté nos expériences, qui est sans doute une très bonne capacité à plein de niveaux. Et je crois aussi qu'en hypnose, et c'est vrai aussi pas qu'en hypnose, mais dans tous les domaines de l'accompagnement, de la psychothérapie, du coaching, quand quelqu'un passe à autre chose, il n'a plus envie de penser à ce qu'il y avait avant, en fait. Ça fait partie de son histoire, peut-être qu'il y repensera un peu plus tard, mais pour l'instant, il y a besoin de profiter du présent, de profiter de ce qui va se passer. Comme s'il y avait une grande disponibilité mentale qui est basée ici, pour pouvoir laisser toute la place à la nouveauté, parce qu'on a envie tout simplement de profiter de l'instant. Et je crois que c'est une fonction qui est plutôt bonne. Et parfois, quelques jours après, hop, on repense à ce qui s'est passé, on prend un peu de recul, on prend un peu de hauteur par rapport à ça, mais sur le coup, c'est peut-être pas encore le moment. Je reviens sur 2-3 éléments. Là, je vous disais, première expérience, elle était un peu plus légère. On est parti sur l'imagination, on a en même temps joué sur des émotions. Là, on est arrivé vers une expérience peut-être un petit peu plus profonde, où on travaillait sur cette dualité intérieure, partagée entre deux choses. Je voulais revenir un petit peu sur la technique. Vous avez remarqué ça, je pense. En tout cas, j'entendais que certains le remarquaient, mais on est parti au début sur une forme de confusion. La confusion, c'est une des techniques qu'on peut utiliser en hypnose, puisqu'elle vient dépotentialiser un peu le mental, elle vient couper un peu les liens logiques, elle vient créer un moment où on ne sait plus très bien où on est, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui n'est pas dit. Elle est intéressante cette technique-là parce que très souvent les gens essaient de comprendre, donc quand on leur donne un truc qui est impossible à comprendre, ça bug un petit peu dans le cerveau.
Et ce qui va se passer, c'est dès qu'on a un petit moment de flottement, de confusion, ben on va en profiter pour faire ce qu'on appelle une suggestion. En fait, on va créer de la disponibilité mentale par la confusion, on crée du relâchement, et on agit pour faire partir la personne. Et on va faire ces va-et-vient plusieurs fois, ce qu'on a fait un peu tout à l'heure ensemble. Un peu de confusion, une suggestion, un peu de confusion, une suggestion. Ça reste des techniques assez simples en hypnose, hein, il y a des choses plus sophistiquées que ça après, mais c'est pour expliquer sur quel mécanisme ça se base. Tu vois, par exemple, je me permets juste de poser une question comme ça, mais est-ce que quand tu ressens qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui commence à travailler différemment, est-ce que ça passe à un niveau conscient ou est-ce que c'est plutôt à un autre niveau? Parce que parfois, on est vraiment focalisé sur quelque chose et pourtant, on en est conscient. Sûrement. Voilà. Et même si ça arrive d'un coup, il y a quelque chose à l'intérieur qui est déjà en train d'analyser ça, parce que sinon, en fait, on l'oublie. Ah oui, le moment où il me regarde avec un... Je vais dire oui, parce qu'en fait, j'ai pas très bien compris. Alors, j'exagère un peu, je force un peu le trait, là, on comprend bien. Et bien là, on sent qu'il y a une disponibilité mentale très forte. Et si on dit à la personne, fermez les yeux, oh, je vais fermer les yeux. Je ne devrais pas vous dire ça, parce que si vous allez faire une séance d'hypnose et que l'hypnoseur vous fait le coup, vous allez dire « Ah, il me fait de la confusion ». Bon, il y a plein d'autres techniques, évidemment. Mais vous imaginez, parce que là, à la limite, vous, ça vous fait rire, mais quand on est seul avec le client et qu'on fait ça, parce qu'on le fait, hein, évidemment. Moi, j'adore quand j'ai des gens, par exemple, qui sont vraiment tout dans l'analyse, qui essaient de tout comprendre. Alors là, j'en mets des tartines de confusion, j'adore ça. Je le fais un peu plus discret que ce que je fais avec vous quand même. Hein. Là, on s'amuse un petit peu entre nous. Mais ce qui est génial, c'est quand vous avez quelqu'un qui vous regarde et qui fait... Parfois, ils essaient de poser une question. J'ai pas très bien compris, et vous en rajoutez une couche. Et au bout d'un moment, il y a un petit côté oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et là, à chaque fois, si on leur donne une instruction très simple, ils le font. Respirez un bon coup. Voilà, comme ça. Bah oui, parce que quand on perd un peu voilà, on ne sait plus très bien ce qui est en train de se passer. Si on donne une instruction simple, c'est génial. On fait un truc rassurant auquel on peut s'accrocher. C'est la bouée à la mer. Quand on est en train de paniquer un petit peu, on nous jette une bouée, on s'accroche. Sauf que nous, on ne jette pas une bouée, on jette une suggestion. Et du coup, clac, ça part assez vite. Donc c'est ce genre de jeu mental, vous voyez, l'hypnose. C'est jouer avec le mental de l'autre. C'est l'amener dans une direction pour le détourner son attention. C'est le saturer, c'est le confusionner, c'est créer une émotion pour faire relâcher peut-être l'attention. C'est plein de petites techniques comme ça qu'on apprend et qui font qu'en fait, on sculpte le mental de la personne. On lui donne une autre apparence, on lui donne un autre regard, on lui donne un autre fonctionnement. C'est notre terrain d'expérimentation en hypnose, c'est l'imaginaire et le mental de quelqu'un. Et notre travail avec les mots, avec les phrases, avec les exemples, c'est d'influencer un peu par là, un peu par là, un peu par là, un peu par là. Et au bout d'un moment, ça devient très flexible tout ça. Je parlais de l'entraînement imaginaire, tout à l'heure je vous l'ai tous fait à un niveau très basique, puisqu'on était en groupe. Ben, c'est la même chose en fait. Plus on va jouer avec le mental, plus on va le prendre à contre-pied, plus on va le surprendre, plus on va le déstabiliser, plus il va devenir flexible. Et au bout d'un moment, hop, on part dans un autre état de conscience. J'évoquais l'autre côté du miroir d'Alice parce que je trouve que c'est une superbe métaphore de ce qui se passe dans un autre état de conscience. On est habitué à organiser le monde, on est habitué à nous donner une représentation du monde qui nous convient, qui nous rassure, qu'on croit être vrai, même si une petite partie de nous sait très bien que ce qu'on croit être vrai n'est qu'une possibilité du réel. Je crois être comme ça, mais je ne suis pas que comme ça, je suis ce que je suis parce que je me reconnais tous les matins, mais je pourrais être différent, puis parfois on s'échappe de soi-même, parfois on se dit tiens ça ne me ressemble pas, tiens là j'étais un peu autrement, et puis dans d'autres contextes je peux être encore un autre. Mais avec nos proches, par exemple, on se sent souvent un peu obligé d'être ce qu'eux croient qu'on est, par exemple, non? Ou dans une activité, on va créer une continuité. Et puis, on va quelquefois s'attacher à notre identité, à notre personnalité. Vous savez, le masque, la personnalité, ce masque qu'on porte quelquefois et qu'on a oublié. Ça fait longtemps quelquefois que les gens le portent et qu'ils ont oublié qu'ils l'ont mis un jour. Et bien en hypnose, clac, on va le craqueler un peu ce masque-là. On va le faire tomber un petit peu en poussière, on va peut-être juste l'ôter un petit peu. Moi, c'est la métaphore que j'ai avec l'hypnose, c'est que souvent, si on pouvait le mettre en image, si on pouvait le mettre en scène, on pourrait dire qu'on vient juste attraper le masque qu'une personne porte et tout doucement, très doucement, l'enlever pour essayer de voir qui est derrière vraiment. Et pour essayer de montrer à cette personne, à elle-même, qui elle est derrière. Alors vous savez, quand on fait ça, parfois ça craque un petit peu aussi, parce que c'est pas toujours facile. Parce qu'il y a des gens qui se sont tellement identifiés à ce masque que si on l'enlève ne serait-ce qu'une fraction de seconde, c'est la panique. Surtout quand ils s'accrochent à ça comme étant la seule réalité qu'ils connaissent. Vous savez, par exemple, quelqu'un qui dit « je suis timide dans la vie parce que j'ai toujours été timide dans la vie, parce que mes parents m'ont dit que j'étais timide dans la vie, parce que mes amis ont toujours cru que j'étais timide, je ne peux pas être autre chose, parce que c'est ça, c'est moi ». Et quand on montre à une personne qu'en fait non, elle pourrait être autre, parfois c'est très très étonnant. Alors on va non seulement enlever le masque, mais on va essayer d'aider les gens à s'habituer un peu à ce qu'il y a derrière.
faut y aller en douceur. Si on y va trop vite, ça peut être un peu effrayant. Mais nous, par contre, en tant que praticien en hypnose, on ne doit pas lâcher les choses parce que si on n'aide pas cette personne à voir ce qu'il y a derrière, notre travail est très superficiel. Et tout doucement, on va aider une personne à enlever ça. Peut-être qu'elle pourra le remettre après, mais elle pourra l'enlever en tout cas quand elle le souhaite. Peut-être qu'elle pourra même en choisir un autre de masque si un jour elle veut. Peut-être qu'elle peut en avoir toute une collection et jongler avec. En tout cas, ne jamais se faire croire à nouveau qu'elle est unique et figée, qu'elle est que ce qu'elle croit être, que l'histoire qu'elle se raconte sur elle-même est la seule. Si on arrive à ça, on crée une très grande flexibilité mentale. Je trouve que c'est une étrange magie qu'on se fait à nous-mêmes de se figer dans quelque chose. On se bloque dans une petite fraction quelquefois de ce qu'on est. Alors par rapport à ça, je vais illustrer quelque chose qu'on apprend un peu plus tard dans une formation en hypnose. C'est le travail sur la construction de l'identité. Je ne sais pas si ça serait une expérience à faire. Si spontanément, comme ça, on vous disait « mais qui es-tu vraiment ?» Je ne sais pas ce que vous pourriez répondre. C'est une question un peu déstabilisante parfois. Qui es-tu? Alors parfois les gens donnent leur nom, leur prénom, mais ça ne donne pas grand-chose. Ben, je mesure tant, je suis né à tel endroit, j'ai tel âge. Ok. Est-ce que c'est ça notre identité? Pas vraiment. Alors si on pousse les questionnements un peu plus loin, ça, je vous dis ça, c'est un questionnement que j'ai parfois avec mes clients, mais qui vous aide vraiment. Si vous deviez vous définir, si vous deviez, en quelques phrases, montrer ce que vous êtes, pas ce que vous faites, hein, ce que vous êtes, parce que parfois les gens se définissent par un métier. Pourquoi pas dans certains cas? Je pense qu'il y a des gens qui font tellement qu'un avec ce qu'ils font que ça peut devenir leur identité, mais c'est quand même pas la majorité des gens. Des gens qui vont se définir avec leurs valeurs, ce en quoi ils croient, ce qui a du sens pour eux. Je suis quelqu'un qui aime la liberté. Je suis quelqu'un qui est fougueux. Je suis quelqu'un qui est créatif. Je suis quelqu'un qui est rêveur. Et bien, quand les gens vont commencer à sortir des phrases comme ça, ce qui est intéressant, c'est de leur demander d'où vient cette idée. Ben, on m'a dit quand j'étais petit. Ah bon? Ah, ma maman, elle m'a dit ça. Ah. À l'école, sur mon carnet de notes, c'était toujours marqué « peut mieux faire ». Je suis peu mieux faire. Il y a des gens qui se définissent comme ça. Ça vous fait rire, mais c'est terrible. Il y a vraiment des gens qui se définissent comme ça. Et quand on va essayer de retrouver la racine de ça, on va s'apercevoir que quelquefois, il y a des événements dans notre vie qui nous ont construits. Ou plutôt, on a laissé ces événements nous construire. Ce n'est pas toujours les événements les plus importants de notre vie qui nous ont construits, c'est ceux qui nous ont, pour plein de raisons, souvent incompréhensibles, plus marqués que d'autres. Vous voyez, il y a des gens qui ont vécu des choses vraiment très traumatisantes et ça n'a pas beaucoup agi sur leur vie. Puis parfois, un truc anodin. Ah là, ça nous a marqué profondément. Ce qui serait intéressant parfois, c'est de retrouver la toute première fois où quelque chose nous a marqué. Vous savez, par exemple, on pourrait partir d'une émotion présente. Quelqu'un qui se dit « tiens, moi j'ai de la culpabilité dans ma vie, je me sens coupable de plein de choses ». Ça serait intéressant de remonter à la toute première fois où il s'est senti coupable de quelque chose pour voir qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Quelqu'un qui dit « moi j'ose pas m'affirmer, j'ai jamais réussi à m'affirmer ». Ça serait intéressant de remonter à la toute première fois de sa vie où s'affirmer a été une mise en danger. Où il a appris qu'il ne fallait pas, ou que c'était pas bien, ou que c'était dangereux, etc. Ce serait intéressant de remonter quelquefois à la toute première expérience, parce qu'à cet instant-là, peut-être que tout est possible encore. Alors tout est possible, c'est le passé, on pourrait se dire, mais peut-être qu'il y a un endroit dans notre corps, dans notre cerveau, dans notre identité, où c'est encore le présent, où ça se joue et ça se rejoue et ça se re-rejoue en permanence. Un endroit où c'est le même film qui passe en permanence. Je crois en tout cas qu'on a quelque chose comme ça en nous. Il me semble que ce n'est pas le passé qui nous définit, mais la manière dont le passé est rejoué à l'intérieur de nous en permanence. Alors je vais proposer de penser à quelque chose, on va faire une petite expérience, là encore de groupe, pour ceux qui veulent, pas sans obligation. Est-ce qu'il y a un endroit, non pas debout pour le coup, je sens que tu es prêt. Non, vous allez pouvoir rester assis pour cette expérience. Par contre, ceux qui veulent faire l'expérience, je vous proposerai dans quelques instants de fermer les yeux. Pour ceux qui ne voudront pas faire l'expérience, gardez les yeux ouverts. Moi, je vois comme ça qui est un peu dans l'expérience. Comme vous le sentez. Et puis, si au bout de 3 minutes, vous dites, tiens, j'aurais finalement aimé y aller, bah, vous pouvez y aller encore. Hein, c'est pas, même si on loupe le premier train, on peut prendre le deuxième quelquefois. Je vous explique un tout petit peu ce qu'on va faire avant. On va revenir vers un moment spécial de votre vie. On pourrait imaginer, vous savez, l'avenir et le passé comme un chemin. On a ces métaphores-là parfois, vous savez, on dit quelquefois, tiens, l'avenir, il est devant, le passé, il est derrière. Ce sont des mots, mais ces mots représentent quelque chose. Par exemple, vous, le passé, vous le mettez où? Ouais, mais est-ce qu'il est pile poil derrière ou est-ce qu'il est un peu sur un côté, un peu de l'autre côté, un peu en haut, un peu en bas? Si vous deviez montrer la direction du passé, tous, ça serait par où? C'était où hier? C'est par là? Ah, il y en a pour qui c'est vers le bas, ouais, c'est intéressant. Il y en a pour qui ça monte, ok. Il y en a pour qui c'est pile poil derrière, il y en a pour qui c'est à droite ou à gauche, super. On pourrait se poser des questions comme ça, où est l'avenir par exemple, ça va où? Si quelqu'un vous arrête dans la rue et vous dit c'est vers où l'avenir, ça serait drôle comme... Là. Ok, toi c'est sur le côté, toi ça monte.
Ok, il y en a pour qui ça, là encore ça descend. Ok, il y en a pour qui c'est ouvert. Ok, toi c'est vraiment sur le côté puis ça monte. C'est super. C'est très métaphorique, hein, évidemment, tout ça. C'est une sorte de convention avec nous-mêmes. Mais c'est vrai qu'on a comme une sorte de représentation du temps parfois, comme quelque chose qui part dans un sens, qui repart dans l'autre sens. Et bien si on pouvait se retourner sur ce chemin et faire face au passé, si on pouvait avancer dans cette direction, on pourrait remonter un peu le temps. Si on pouvait, vous savez, comme on pourrait arriver dans un pays et puis aller visiter quelque chose, si on pouvait suivre ce chemin pour aller retrouver quelque chose, peut-être qu'on pourrait arriver vers un endroit, vers un lieu, vers une ancienne version de nous-mêmes, pour qui il se passe quelque chose de vraiment décisif à cet instant-là. Je crois, par exemple, quelqu'un qui aurait, moi, je sais pas, 50 ans, et puis qui remonterait comme ça dans le temps, et puis qui remonterait peut-être à 10 ans. Peut-être que s'il voyait l'ancien lui, vous savez, qui a 10 ans, peut-être qu'il pourrait avoir envie de lui dire quelque chose. Ça vous est déjà arrivé de rêver comme ça, d'ouvrir une porte spatio-temporelle, de franchir des années, d'arriver vers un ancien vous et de lui dire « Hey, ne te prends pas la tête avec ça, c'est pas très important. » Ou alors, ça, tu le lâches pas, jamais. Vous savez qu'on pourrait peut-être influencer une ancienne version de nous-mêmes. Eh bien, on fait presque ça quelquefois dans l'accompagnement en hypnose. On amène les gens à retrouver cette ancienne version d'elles-mêmes et puis de la libérer de quelque chose. Et étonnamment, en se racontant cette histoire-là, on termine une autre histoire à l'intérieur. On se libère de quelque chose. Alors pour ceux qui veulent, on va faire cette petite expérience un peu tous ensemble. Puis peut-être que ça donnera envie de quelqu'un de la continuer après avec moi. Donc pour ceux qui veulent, je vous invite à fermer les yeux. Et puis je vais proposer quelques mots pour vous accompagner. Mais vous savez, quelquefois, vos propres mots peuvent venir renforcer ce que je vous propose. Je ne vous connais pas assez quelquefois pour choisir toujours les bons mots. Du coup, vous pouvez choisir vos propres mots et vos propres métaphores, vos propres symboles. Je vous ai proposé d'imaginer la direction du passé. Mentalement, imaginez que vous vous retournez en vous. Et puis il y a quelque chose très loin sur ce chemin, peut-être même très très loin, qui peut attirer votre attention. Vous savez, même dans un endroit très vaste et très sombre, on peut voir une lumière au loin, comme un phare qui peut attirer notre attention. En rentrant dans cette expérience, d'avoir l'impression de pouvoir naviguer dans le temps. Comme si le temps était une dimension spatiale qu'on pouvait parcourir par notre imagination. Le temps peut avoir une matière, une couleur. On peut se le représenter comme un espace qu'on parcourt. Un pas en avant, c'est peut-être quelques mois déjà, ou peut-être même une année, ou plus. Un pas en avant, c'est 2017. Je me demande à quelle époque de 2017. Un souvenir revient parfois, et c'est le présent, on y est. 2018 est l'avenir. Derrière, il y a 2018, mais on n'y est pas encore. Je me demande à quoi vous pensez. Qu'est-ce que vous ressentez? Et c'est comme une invitation à rentrer dans une forme d'introspection, à plonger à l'intérieur de vous-même, à plonger dans vos représentations, dans vos idées, dans vos pensées profondes. À plonger dans le corps, dans les sensations plus précises qu'on a quand on ferme les yeux pour plonger à l'intérieur de soi. Il y a des moments où on oublie le monde, on oublie la réalité. On oublie l'espace où on est. On vit ça chaque nuit finalement. Notre corps est allongé quelque part et puis on rêve. Et d'un rêve à l'autre, on passe par des paysages, des rencontres. On s'en souviendra pas souvent. On vit des choses essentielles et pourtant on sait qu'on va les oublier à peine réveillés. Je me demande comment notre inconscient, qui lui se rappelle de tout ça, vit le moment où on va oublier nos rêves. Le moment où lui a existé nous a fait vivre des choses. 2016, peut-être que c'est encore un peu plus devant, mais qu'un pas peut nous y entraîner. Un pas mental. Le temps passe, défile à l'envers, on régresse, on repart, encore un peu plus loin. Il peut y avoir quelque chose devant, un peu plus devant encore, très loin peut-être. Encore un pas. Le corps est différent. Les pensées sont différentes, on ne sait pas encore tout ce qu'on sait. Et on ne sait pas encore ce qu'on va apprendre plus tard. Des années défilent encore. Je me demande combien, et je me demande si au loin vous voyez cette ancienne version de vous-même, quel âge elle a?
chaque pas vous en rapproche. Peut-être que pour certains, c'est l'enfance, l'adolescence. Peut-être que pour certains, c'est un peu plus récent ou un peu plus loin. Le temps défile. Le temps est un chemin et puis on peut s'amuser à faire un peu de hors-piste quelquefois, on peut s'amuser à le suivre, on peut s'amuser à retourner vers un endroit. Cet endroit peut vous attirer comme un aimant qui vous fait dire que c'est là qu'il se passe quelque chose. Il y a un jour, un lieu, où une expérience importante a agi sur vous. Et si vous pouvez aller rencontrer celui ou celle que vous étiez à cet instant-là, peut-être qu'il y a quelque chose d'important à lui dire, à lui faire ressentir. Quelque chose que vous auriez aimé, vous, à ce moment-là, vivre ou ressentir. Quelque chose que vous aimeriez éprouver ou retrouver. Vous pouvez vous approcher de cette ancienne version de vous-même. Et vous savez ce qu'il ou elle ressent, ce qu'il ou elle attend. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? Peut-être que vous avez envie d'aller lui parler, d'aller lui raconter quelque chose. Peut-être que vous avez envie de l'écouter, parce que vous savez qu'à cette époque-là, vous auriez peut-être eu envie d'être écouté. Peut-être autre chose encore. Peut-être quelque chose qui peut commencer ici, peut-être quelque chose qui continuera plus tard. Ce que vous pouvez donner à cet instant-là, transmettre. Ça peut passer par des mots, ça peut passer par un geste, ça peut passer par un contact. Ça peut passer par un regard. Peut-être tout à la fois. Quand cette rencontre se produit, demandez-vous, qu'est-ce que ça change à l'intérieur? Il suffit parfois d'un geste ou d'un mot. Ça crée un léger décalage, une différence, une sensation nouvelle. Une émotion si particulière, comme une graine qu'on pose quelque part et qui va pouvoir se développer. Quelque chose de nouveau. Je me demande qu'est-ce que vit cette ancienne version de vous-même quand vous faites ça? Qu'est-ce que ça lui procure? Qu'est-ce que ça lui donne? Qu'est-ce que ça lui offre? Alors, si vous le sentez, si ça vous paraît juste, avec ce qui vient de se passer, devenez cette ancienne version de vous-même, comme si vous pouviez fusionner avec elle, comme si vous pouviez rentrer dans ce qu'elle est à cet instant-là, avec ce que vous venez de lui offrir, avec cette petite différence en plus, avec ce changement. Et à partir de là, vous allez pouvoir avancer dans le bon sens du temps. Avancer avec quelque chose qui est un peu différent de ce qu'il y avait avant. Grandir. Avec quelque chose que vous avez trouvé, qui va pouvoir s'épanouir à l'intérieur, avec quelque chose qui va prendre de la place, qui va se transmettre, étape de vie après étape de vie. Produire quelque chose, pousser, expérience après expérience. Le temps passe dans le bon sens. Les années défilent. Le corps grandit, les pensées se forment, les expériences se multiplient. Les années passent. Vous parcourez ce chemin jusqu'à un endroit que vous appelez le présent. Juste après 2017, vous vous rappelez? Début 2018. Dans une pièce, les yeux fermés. Juste pour savoir, t'es remonté à quel âge, toi? Je sais pas, vers 2 ans. 2 ans. 3 ans. D'accord. Celle que tu as retrouvée à cette époque-là, de quoi elle avait besoin?
D'être rassuré? Pour pouvoir bien lui donner. Concrètement, dans une expérience comme ça, Oui. de me déconnecter complètement. De déconnecter complètement? D'accord. On va déconnecter complètement alors. J'essaie d'avoir l'air mystérieux, ça te fait rire. On va faire une expérience, on va se mettre debout, ça te tente? Ouais. Souvent on est bien en mouvement debout, ce qui permet de changer plein de choses. Au cas où je garde les Kleenex à côté, hein, t'embête pas. J'irai les chercher si tu... Bon, le truc c'est que si tu tombes, je pourrais pas te rattraper si je vais les chercher, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Au pire tu tombes, hein, on n'est pas... Oui. pas non Je plus... suis comme ça, très bien. Non, non, non. Et puis souvent, tu sais... Enfin bon, non, je ne vais pas aller vers ça, mais... Tiens, mets-toi un peu par là. Tu vas te mettre le visage vers là. Tiens, viens un peu comme ça. Voilà, parfait. Tiens, là, c'est juste à un endroit, parce qu'il y a un nœud tellurique ici. Ça permet à l'énergie de remonter. Non, Et après, je disparais. et après, tu disparais, oui. Oui. Mais ça, c'est un trucage. Ok. Il y a le toit qui s'ouvre, il y a un aspirateur. Et... Non, on avait voulu mettre des trucs comme ça, puis finalement, on s'est dit non, on va faire plus simple. Ouais. T'es bien installé comme ça sur le sol? Oui, on va faire un truc tout simple. Regarde, je vais me mettre derrière toi, tu vas fermer les yeux, tu vas prendre une grande inspiration, les pieds sont posés sur le sol, les mains sont en contact avec les épaules et le corps va être attiré vers l'arrière. Comme ça. Et tu vas voir que je vais te remettre un peu vers l'avant. Et à nouveau, tu vas avoir la sensation qu'il y a comme quelque chose qui aspire vers l'arrière, comme ça. Puis tu sais, à chaque fois, ça va un peu plus loin, un peu plus fort, comme s'il y avait quelque chose qui commençait à être appris à l'intérieur. Comme ça. Parfois, on a l'impression de plonger dans une expérience. C'est comme un rythme, c'est comme un apprentissage, c'est comme la sensation de rentrer dans quelque chose qui est nouveau. Et on ne sait pas toujours où ça nous amène. C'est comme s'il y avait une flexibilité mentale qui commençait à se produire, la sensation de perdre des repères. Le sol n'est plus tout à fait droit. Peut-être qu'il est vraiment en mouvement, qu'il ondule. Peut-être que la réalité ondule aussi, comme si elle devenait un peu plus incertaine. Est-ce que la réalité est vraiment certaine du reste? On sait que nos sens peuvent se tromper. Et puis ils sont imparfaits, ils ne voient pas tout, on n'entend pas tout, on ne ressent pas tout, on ne perçoit pas toutes les luminosités possibles. Et pourtant, elles agissent quelquefois sur nous. Quelquefois, on ne sait pas très bien si notre corps nous dit la vérité ou s'il nous propose quelque chose qu'il imagine. C'est difficile de savoir si le sol est droit ou si on est attiré vers l'arrière. Ou sur un côté, comme ça. Parfois, c'est vers l'avant. C'est comme quelque chose qui nous attire vers l'avenir, vers quelque chose qui est mis devant nous. Devant, il y aurait le changement, l'évolution, quelque chose vers quoi tu as vraiment envie d'aller, quelque chose vers quoi tu pourrais aller si tu étais vraiment rassuré, au plus profond de toi, quelque chose vers quoi tu pourrais avancer, si cette capacité à être rassuré pouvait être complètement atteinte là maintenant. Alors j'aimerais que tu te profites de cette expérience pour te rappeler de la partie de toi qui attend depuis très longtemps d'être rassurée, pour te connecter à elle, comme si elle t'attendait quelque part. Elle est au-delà du temps. C'est comme une partie ancienne, qui a des besoins particuliers. Peut-être qu'elle a 2 ans, peut-être qu'elle est encore plus jeune, peut-être qu'elle a existé à différentes époques de la vie. En rentrant dans cette expérience hypnotique, c'est comme t'inviter à la rencontrer vraiment. Et aller la voir. Aller la reconnaître. Parfois des symboles peuvent arriver, des images mentales, des personnes, des lieux, des visages, des lieux qu'on retrouve, des voix, des mots, une respiration. Parfois on retrouve une luminosité, une sensation, un mot, une question. Tout doucement, cette partie-là, tu peux l'accueillir comme elle est. Et la laisser te guider, comme si elle voulait t'amener quelque part. Comme si là, tu pouvais simplement la laisser te faire découvrir
ce qu'elle recherche et ce qu'elle attend de toi. C'est comment comprendre son besoin et ce qui pourrait être fait avec. Et en même temps, te demander comment tu pourrais la rassurer maintenant. Peut-être que ça va passer par des mots. Peut-être que ça va passer par un regard, de la confiance. Peut-être qu'il y a une histoire à lui raconter, la tienne. Peut-être qu'il y a quelque chose à lui donner. Quand ça va se faire, tu auras la sensation de faire bouger quelque chose qui n'a pas bougé depuis très longtemps, de remettre en mouvement quelque chose qui était figé jusqu'à maintenant, statique, de remettre de la fluidité, de la liberté quelque part. Et ça va te donner la sensation de légèreté. Ça va te donner la sensation de lâcher un poids tout doucement, d'évacuer quelque chose, de nettoyer quelque chose. Tu vas sentir que la main devient encore plus légère et qu'elle se soulève. Peut-être l'autre aussi. Il y a une hauteur à prendre, une distance à prendre. Mais pas pour fuir quelque chose, pour grandir. Grandir avec tout ce qui est en train de se passer à l'intérieur, qui a commencé déjà avant cette expérience, qui est en train de continuer là. C'est comme un mouvement. Il y avait cette émotion tout à l'heure, elle est déjà en train de se transformer. La partie de toi que tu es en train de rassurer. Demande-toi, qu'est-ce qu'elle change? Et toi, comment tu changes quand tu la rassures? Ça se soulève encore plus. La légèreté va commencer à grandir, à monter jusqu'aux épaules, jusqu'à la tête, jusqu'au visage, jusqu'aux pensées qui vont devenir plus légères, jusqu'à l'esprit qui commence à se soulever, monter, grandir. Je me demande jusqu'où ça va aller. Je me demande quelle émotion tu vas trouver derrière tout ça. Quelle serait la plus belle émotion à vivre une fois que c'est rassuré? Et ça monte encore. Et ça grandit encore. Parfois, on sent que c'est que le début de quelque chose. Qu'une étape. Et puis encore une autre étape. Il y a des personnes qui ont l'impression de décoller, de s'envoler presque. Comme si une fois que tout ce poids était lâché, il ne restait qu'une immense sensation d'évasion. La sensation de pouvoir se décrocher de quelque chose, de pouvoir lâcher tout ce qu'il y a à lâcher, tout le poids accumulé, tout ce qui attendait. Parfois c'est du soulagement, mais ça peut être encore d'autres émotions. Et ça peut aller ensuite vers de belles émotions. Comme si tu t'offrais la plus belle chose que tu peux avoir dans cette expérience. La plus grande capacité qu'il y a à l'intérieur de toi. Elle peut monter, monter encore. Jusqu'au moment où il restera un sourire. Jusqu'au moment où cette très ancienne partie de toi, elle pourra juste te remercier de lui avoir donné tout ça. Jusqu'au moment où les larmes font juste place au rire
tout sera bien. Cette très ancienne partie, elle n'a plus besoin d'avoir 2 ans peut-être. Peut-être qu'elle peut grandir. Peut-être qu'elle peut évoluer elle aussi. Peut-être qu'elle peut dépasser l'étape où elle était depuis si longtemps. Peut-être qu'elle peut vivre ses expériences aussi et découvrir, apprendre, développer. Peut-être qu'elle peut t'apporter des choses maintenant. Parfois, ça crée cette sensation d'unité, de s'être retrouvé. Je me demande vers quoi tu as vraiment envie d'aller maintenant. Qu'est-ce que tu as envie de vivre et d'éprouver? Quand tu l'auras trouvé, le corps va être attiré vers l'avant. Comme si juste devant toi, il y avait quelque chose de très important, de très attirant. Quelque chose que tu peux atteindre. Comme s'il suffisait d'un pas. Comme s'il suffisait juste de laisser quelque chose être possible. Comme si tu étais connecté à la partie la plus créatrice de toi. Celle qui sent que là, il y a simplement l'occasion de franchir vraiment quelque chose. Alors le corps est attiré vers l'avant. Comme attiré vers quelque chose qui est juste là. Et quand tout est prêt à l'intérieur, il y aura comme une énergie, une impulsion, l'envie d'aller vers ça, de plonger dedans, d'y rentrer. Et de découvrir tout ce que ça peut amener. Et de découvrir aussi tout ce que tu peux y ressentir maintenant, tout ce que tu as envie d'y mettre. Et avec ça, avec tout ça, il va être possible de revenir vers toi. Vers cet instant qu'on appelle le présent. Vers ta respiration. Vers cette soirée. Vers cet endroit. Vers ton visage. J'ai gardé le paquet à côté. Merci. Assis-toi un petit peu. C'est comment? Intense. Intense? On n'est pas venu pour rien. Hein. Ben non. Personne n'a rien vu. T'as bien compris ce qu'elle... C'est beau de partager ça. Je te remercie déjà. Ben, merci à toi. Parce qu'en plus, voilà, il y a du monde, alors il y a belle énergie aussi, puis tout le monde est très ouvert à tout ça, mais c'est un beau partage. Qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à tout ça maintenant? Ben, soulagement quand même. Soulagement, oui. Ouais. Ouais.
Tout à l'heure, tu disais que tu avais retrouvé quelque chose d'ancien, une ancienne partie de toi qui avait 2 ans. Ça te fait quoi quand tu penses à elle maintenant? Je l'aime bien. Tu l'aimes bien? C'est mignon. Elle va mieux? Elle est un peu rassurée? Oui. Ça fait du bien de savoir qu'elle est un peu rassurée. Tu sais, on a fait un travail là. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais évidemment, quand on fait un travail comme ça, je parlais tout à l'heure qu'on pourrait faire un travail en plusieurs étapes, en plusieurs couches. Là, on allait tout de suite vers quelque chose d'un peu plus identitaire. On est monté un peu en intensité au fur et à mesure de la soirée. Un travail comme ça, il continue souvent après une séance. Il continue parce que ça bouge à l'intérieur, parce que ce qui se passe là, c'est le début de quelque chose. Ce soulagement que tu ressens, il va sans doute s'épanouir, il va grandir. Il y a des choses auxquelles tu vas repenser après. Il y a encore des émotions peut-être qui vont venir. Peut-être qu'elles vont se transformer aussi peut-être en des moments de fou rire, en des moments de joie, en des choses comme ça, en des soulagements. Il se peut que tu dormes bien cette nuit. Souvent, on dort assez profondément après une expérience comme ça. L'idée, c'est que ça récupère, que ça travaille encore un peu. Et ce que je te propose, si tu veux, dans quelques jours, c'est de peut-être m'envoyer un petit message pour me dire ce que tu ressens, peut-être dans une semaine, peut-être un peu plus. Quand tu le sens, pour me dire où t'en es, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des questions qui viennent, est-ce qu'il y a des impressions. Normalement, quand on fait un travail comme ça, souvent il y a un suivi. Là, on ne fera pas ce suivi entièrement, mais on peut discuter, on peut échanger après. Et voilà, dis-moi un petit peu. J'aime bien en tout cas quand les gens me disent ce qui se passe après. Et si tu as des questions, si tu as des choses qui te viennent après, on peut en parler aussi. C'est important. Ok. Bien réveillé? Ouais. Bon, t'as encore un petit peu de temps pour ça, le temps qu'on termine. Mais fais vite quand même, on va terminer dans pas longtemps. Merci. Je te laisse aller signer la petite feuille pour pas oublier. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Ça va, il y en a d'autres qui avaient des émotions pendant la séance? J'ai entendu quelques... Ouais. Ça, parfois, on se sent un peu touché aussi par ce qui se passe là, puis ça nous renvoie à nous. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Quand on fait un travail avec l'hypnose, il y a souvent beaucoup d'émotions. J'en ris un petit peu, déjà parce que ça dédramatise un peu les choses, et puis parce que souvent, c'est toujours mieux de varier un petit peu les émotions. Mais quand on fait un travail sur soi, parfois, ça vient nous chercher dans des choses assez fortes. Alors, je ne dis pas que c'est parce qu'on fait une séance qu'on va pleurer forcément, mais il y a quand même souvent des larmes, alors des larmes de joie, des larmes de tristesse, des larmes de soulagement, parce qu'on se dégage de quelque chose, parce que ça bouge, parce qu'on remet en mouvement en fait des choses. Et c'est bien parce que quelquefois dans notre société, il y a peu d'endroits où les gens se permettent d'avoir des émotions. Je ne sais pas si c'est le cas pour certains d'entre vous, mais il y a des gens qui n'osent pas en fait avoir des émotions, ou les montrer encore moins, parce que ça ne fait pas bien, parce que quelquefois on a appris que ça ne se faisait pas, ou que c'était gênant. Et je trouve que cet espace où on est avec soi, l'hypnose désinhibe en fait. Et vous savez, c'est pour ça quelquefois que les gens dans un spectacle d'hypnose font un peu n'importe quoi, parce que ça désinhibe, parce que le regard de l'autre est moins important. Et nous, quand on le fait à un niveau plus d'accompagnement, ce côté désinhibe, ça permet aux gens quelquefois de se dire, quelquefois de penser à des choses auxquelles ils ne penseraient pas, d'aller dans des parties d'eux-mêmes qui quelquefois sont un peu censurées. Et c'est tellement bon de lever cette censure-là, en fait, ça fait parfois tellement de bien. Alors parfois, ouais, ça brasse un petit peu, mais vraiment ça vaut le coup. On ressort souvent transformé d'une expérience comme celle-là. Alors, il y aurait plein d'autres choses à dire. Là, on est passé par 3 étapes. Une étape plutôt sur l'imagination symbolique, une étape après sur ce dialogue avec notre partie inconsciente. Dans la deuxième démonstration, là, on est allé voir peut-être notre part de construction identitaire, comment certaines étapes de notre vie nous ont construites. Ce sont quelques outils de l'hypnose. On pourrait continuer comme ça à en poursuivre d'autres. Quand on continue un petit peu cet apprentissage-là, on va vers des notions plus stratégiques ensuite. Il y a ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle qui permet de ne pas aller vers des choses trop hypnotiques formelles, mais pouvoir travailler sur nos associations d'idées, travailler sur nos perceptions, sur nos points de vue. Il y a une prise en compte aussi évidemment quand on travaille sur l'hypnose de la construction de notre rapport à l'autre, puisque ce qu'on est à l'intérieur est souvent aussi quelque chose qu'on émet vers l'extérieur. Donc il y a tout le travail aussi sur la relation qui est important en hypnose. Il y aurait plein d'autres choses, je vous en cite quelques-unes comme ça. Je crois qu'un hypnotiseur recherche au bout d'un moment quelque chose qui n'existe évidemment pas, mais qui est quand même une utopie, une sorte de graal de l'hypnotiseur, c'est la bonne suggestion. C'est un truc qui n'existe pas vraiment, mais on peut en parler quelques instants. Vous savez, parfois, on entend un mot, une phrase, et ça nous change. Et parfois, ça arrive au détour d'une rue sans s'en rendre compte, en ouvrant un livre parfois.
en regardant un film, on ne sait pas toujours pourquoi, on écoute une musique et on est bouleversé à vie. Et ça, je trouve que c'est la plus belle des choses qui puissent exister. Je pense s'il y avait une vraie magie qui existait, ça serait celle-là. C'est quelqu'un qui aurait la capacité de savoir quelle suggestion pour quelle personne au bon moment va être la plus aboutie, la plus pertinente, la plus profonde possible. Et je crois que le Graal en hypnose, c'est ça, c'est trouver cet instant où le changement est possible. Et quand quelqu'un vit ça spontanément dans la vie, peut-être qu'il était juste prêt à ça. Quand quelqu'un vient nous voir, on doit le préparer à ça. Et peut-être que tout notre travail consiste à préparer l'instant du changement, l'instant où ça peut basculer. Je crois en tout cas que la quête qu'on peut avoir quand on fait ce travail-là, c'est de comprendre l'essence du changement, d'essayer d'incarner ce changement-là. Les mots sont que des véhicules pour ça, les images qu'on propose sont que des symboles pour ça. Les histoires qu'on raconte, parce qu'on est des conteurs aussi, sont aussi des moyens pour tenter d'arriver vers ça. Si on avait encore 1 heure ou 2, on pourrait faire 1 ou 2 démonstrations qui vont peut-être un peu plus vers cette idée-là. On pourrait peut-être le faire dans un autre cabinet public. En tout cas, j'espère que ces 3 étapes, elles vous ont permis de ressentir un petit peu certaines des choses qu'on peut explorer dans d'autres états de conscience. Puis vous avez vu, ce n'est pas juste le fait de rentrer dans l'état de conscience, c'est le fait d'y vivre quelque chose. L'état de conscience crée un contexte, et puis après, on traverse des étapes, on traverse une histoire personnelle, en fait, un récit qu'on va se construire. Il y a quelques personnes qui découvraient l'hypnose, j'espère que ça a assouvi la curiosité de la découverte. Il y a sans doute des personnes ici qui avaient déjà lu des choses, vu des vidéos, etc. J'espère que ça a contribué à poursuivre un petit peu cette investigation, cette recherche. Il y a peut-être ici des gens qui pratiquent l'hypnose, et j'espère que ça a pu apporter peut-être d'autres éclairages sur certaines choses. En tout cas, j'espère que vous avez tous passé un bon moment, que vous avez tous appris des choses intéressantes, que vous avez peut-être tous vécu des états légèrement modifiés pour certains qui ont participé aux expériences collectives. Et puis je salue ceux qui nous regardent en vidéo, parce qu'en fait vous êtes qu'une centaine, un peu plus dans la salle, et parfois des milliers en vidéo, donc j'espère qu'en plus les expériences collectives permettent à ceux qui suivent les vidéos d'en profiter aussi un petit peu. Je ne sais jamais quelle caméra je dois regarder, mais ça doit être une de celles-là. En tout cas, merci à tous. 2-3 petites choses pour terminer cette soirée. Déjà, pour ceux qui veulent, il y a évidemment d'autres cabinets publics, il y en a à peu près tous les 15 jours à Paris, là il y en a d'autres suites, 2 semaines de suite, mais sinon c'est tous les 15 jours, on y voit des thèmes un peu différents. Pour les gens qui sont venus en démonstration, n'hésitez pas à mettre un petit message sur ma page Facebook par exemple, ou à m'envoyer un petit message dessus. J'aime bien savoir ce qui se passe après pour les gens qui viennent ici. Si vous vous sentez de le partager en collectif, quelquefois c'est intéressant, même pour ceux qui étaient là, et puis qui peuvent avoir comme ça aussi des retours quelques jours ou quelques semaines après. Il y a souvent des gens qui ont des questions sur la pratique de l'hypnose, sur comment on apprend, comment on fait de l'auto-hypnose et tout ça. Pour tout ça, il y a pas mal d'informations sur notre chaîne YouTube. Pour les gens qui veulent un visage plus scientifique de l'hypnose, il y a les cours d'hypnologie qui ont lieu le mardi soir, souvent ici, qui sont animés par Cyril Champagne. Il y a des décodages de séances d'hypnose qu'on avait fait aussi dans les vidéos sur notre chaîne YouTube. Il y a pas mal d'extraits de cabinets publics, en tout cas, qu'on publie assez régulièrement, donc beaucoup de ressources pour ça. Et puis pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, sur notre site internet, il y a tous les stages, les formations, etc. Si vous cherchez des praticiens en hypnose, peut-être pour ceux qui étaient venus là pour ça, il y a toute une liste sur notre site internet avec des praticiens qu'on recommande. Donc c'est des gens qui ont été formés, mais qui suivent aussi une supervision, qui continuent à travailler sur eux aussi, parce que je crois que c'est important dans ce métier-là. Donc on référence quelques personnes. Une indication par rapport à ça, quand on appelle un praticien, ce qui est intéressant, c'est le contact. On peut tomber sur le meilleur praticien du monde, si la relation n'est pas bonne, ça ne marchera peut-être pas. Appelez quelqu'un, discutez un peu avec. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez écouté? Est-ce que vous sentez que c'est fluide, que ça passe? Et si c'est le cas, ça sera sans doute la bonne personne pour vous. Si on vous a conseillé quelqu'un parce qu'on vous a dit qu'il est génial, mais quand vous l'appelez au bout de 2 minutes, vous sentez qu'il y a un truc qui ne passe pas, c'est pas un problème, mais c'est peut-être pas la bonne personne pour vous. Je crois que c'est la seule manière de ressentir en fait si ça va se passer bien comme on le veut, parce qu'il y a besoin d'une relation de confiance, parce qu'il y a besoin d'une écoute, parce qu'il y a besoin de se sentir compris par l'autre. Et à partir de là, l'hypnose est très facile. Mais l'hypnose est avant tout une relation humaine entre 2 personnes. On n'hypnotise pas quelqu'un, on crée ensemble à 2 un moment hypnotique. Voilà, il y aura plein d'autres choses à dire, on va quand même s'arrêter là, il est tard. Merci à tous. Merci.